Pinte et Antoine Lotte, donc qui peuvent, au cas où, si Noah Isidore fait défaut, qui peuvent être présents sur le final. On va suivre ça avec vous en direct sur ici Limousin, ici à Périgord, noafrance.tv et YouTube. On va découvrir le tracé de l'étape du jour. 184 km 200 courus entre Salignac et Vigues et Lannoy. C'est l'étape la plus longue de l'épreuve après un début de parcours au cœur du pays de Fénelon. Les coureurs passent à proximité de Sarlat-la-Canéda avant de remonter vers le nord du département à la frontière de la Corrèze dans l'est de la Dordogne, du Périgord noir au Périgord vert. Le Périgord qui a fait son apparition en 2021 dans le Tour du Limousin. Finale tracée dans le cadre spectaculaire des gorges de l'Auvézère, très vallonnées. 3 sprints intermédiaires au programme et 6 côtes comptant pour le classement du meilleur grimpeur. Les coureurs qui sont partis, il était un petit peu plus de midi du côté de Salignac et Vigues. 123 coureurs étaient classés hier. Il y a eu un non partant ce matin, Axel Van der Broek, le Belge de Arco. Puis un abandon, celui de Mathias Vivier de Arco également, l'équipe qui a donc perdu 2 coureurs aujourd'hui. L'arrivée sera relativement plane, 250 mètres de ligne droite, voire même en légère descente, on en reparlera évidemment. À l'avant de la course, ils sont 5, vous les découvrez sur ces images. Baptiste Westrofer, le coureur de l'Auto Intermarché, qui est 105e à 6 minutes 13 de Noah Isidore. Avec lui, Morné Van Niekerk de Saint-Michel, préférence Homaubert 93, 82e à 46 secondes. Ce sont les 2 attaquants, les 2 premiers attaquants du jour. Ils ont été rejoints par 3 coureurs. Kenny Molly de Van Rysel-Roubaix, 90e à 1 minute 18. Justin Coron du Vélos Club Rouen 76, le Dossard 132. Il est 45e à 10 secondes, c'est le mieux classé. Et enfin Baptiste Berger du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, 96e à 4 minutes 14. Et puis vous le voyez derrière, le peloton relégué à plus de 3 minutes 25. Peloton qui est mené par la formation Groupama FDJ United. Decathlon CMA CGM roule évidemment pour conserver son maillot de leader. Et puis on a vu également à l'avant les coureurs de l'équipe Cofidis. Vous voyez la composition de Groupama FDJ United. 5 minutes 40 au maximum pour l'écart qui s'est réduit. Désormais 3 minutes 21, plus de 43 km de moyenne au cours des 2 premières heures de course. 2 premières heures de course qui ont vu les coureurs passer du côté d'un magnifique château, celui de Hautefort. Regardez, magnifique Christophe. Splendide, on y est passé ce matin, on a eu la chance de passer devant. Il est vraiment très impressionnant ce château. Situé sur un éperon rocheux qui domine la commune et le village de Hautefort. Il a été créé sur une période allant de la fin du XVIe à la fin du XVIIe siècle sur les bases d'un ancien château fort. Son architecture évoque nettement les châteaux de la Loire. Il a été mentionné dès le IXe siècle comme poste d'observation. Le site a porté un camp romain, puis un château féodal qui sera transformé au XVIIe par le marquis de Hautefort. En vaste demeure de goût royal, c'est l'un des rares édifices classiques de la Dordogne, un joyau du Périgord noir. Voilà, il est classé au monument historique. Il conserve une collection de mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles. Il a été détruit par un incendie en 1968, restauré par la baronne de Bastard. Et de nombreux films y ont été tournés. Le Capitan d'André Hunebelle en 1960. Et La mort de Louis XIV d'Albert Serra, dont les visiteurs peuvent rejouer une scène dans la chambre du roi. Château qui comporte des jardins à la française, un parc de 30 hectares où vous pouvez vous promener. C'est le château de Hautefort en Dordogne. La course, Christophe, pour l'instant limpide, 5 échappés et un peloton derrière à un peu moins de 70 km de l'arrivée. Ouais, c'est scénario une fois de plus un peu classique, même si l'échappée s'est développé en plusieurs temps. Vous l'avez bien expliqué, Freddy. Ça s'est pas fait en une seule fois, ce groupe de 5. On a le coureur du Vélos Club Rouen à l'avant qui est le mieux classé à 10 secondes. Donc il faut quand même y faire attention à cette échappée. Donc c'est d'ailleurs pourquoi dans le peloton on a rapidement pris la mesure de cette échappée. Il y a 3 équipes qui sont en train de rouler. L'équipe Decathlon CMA CGM, c'est logique, ils sont leaders au classement général.
l'équipe Decathlon CMA-CGM, une fois de plus avec Émilien Jacquelin qui est en train de rouler à l'avant. On a l'équipe Cofidis avec Camille Charret qui prend des relais à l'avant. Et puis là, on les voit actuellement. L'équipe Groupama FDJ United, c'est Joshua Kench, il me semble, qui est en train de rouler. Donc voilà, on a 3 concurrents de 3 équipes différentes qui sont en train d'allier leurs forces. Et vous l'avez dit, l'écart est en train de tout doucement diminuer. Si vous voulez poser des questions à Christophe Riblon, le QR code s'affiche. Vous le scannez, vous posez votre question et Christophe y répondra pendant ce direct du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine, deuxième étape. Alors ce groupe de 5, Jonas Pured a tenté de le rejoindre. Jonas Pured, c'est le meilleur sprinter depuis l'étape d'hier. Il a tenté de revenir avant le premier sprint, il n'y est pas parvenu. Il a relâché ses efforts, lui qui a terminé loin hier. Il avait gagné 9 secondes de bonification. Il a fini à plus de 15 minutes. Mais il conservera son maillot puisque les coureurs de tête se sont partagés les points des 2 premiers sprints. Avec d'abord les 2 premiers échappés et ensuite les 5 qui sont passés au deuxième sprint intermédiaire. À noter que sur les 2 sprints intermédiaires que les coureurs ont déjà franchis, donc il y avait des bonifications. Justin Coron a récupéré 3 secondes de bonification, donc il était à 10 secondes au général. Ça le ramène à 7 secondes au classement. On va en parler du classement justement, dominé par Noah Isidore, le maillot jaune, devant Dan Depuit, le Belge de Baloise, à 4 secondes. Maximilien Juillard est également à 4 secondes, lui qui s'était échappé hier et qui avait empoché 6 secondes de bonification. Puis Hugo Page est relégué à 6 secondes, lui qui a pris 4 secondes de bonification en terminant 3e de l'étape d'hier. C'est lui donc le 4e, juste devant désormais Justin Coron. Au niveau du classement, le meilleur grimpeur, c'est Jean-Louis Leny qui porte le maillot à pois. Jean-Louis Leny qui est passé en tête de 3 difficultés hier et qui a empoché 12 points. Maillot qui est en danger aujourd'hui puisqu'on a 6 grimpeurs au programme, dont 3 de deuxième catégorie dans cette course du jour. Premier grimpeur est passé, c'est Kenny Molly qui s'est imposé, le coureur de Van Rysel à Roubaix. Kenny Molly qui est tout simplement le meilleur grimpeur en titre de ce Tour du Limousin. C'est lui qui avait remporté le maillot l'année dernière. Beaucoup de points à prendre pour ce classement du meilleur grimpeur. 30 au maximum pour un coureur qui passerait en tête à toutes les difficultés du jour. Mais Christophe, beaucoup sont vers la fin de cette étape. Et on ne sait pas évidemment si les échappés seront encore devant. On a choisi aujourd'hui du côté de l'organisation de concentrer le maximum de difficultés sur le final. En tout, sur l'étape, il y a 2500 mètres de dénivelé positif. Je pense qu'il y en a bien 1500 dans la deuxième partie de l'étape. Donc on a une étape très difficile, notamment sur sa boucle finale. On va passer sur la ligne et dans les 25 derniers kilomètres. Donc sur cette boucle finale, on aura pas moins de 4 ascensions répertoriées, mais là, on peut même en compter une petite 5e qui n'est pas répertoriée. Donc il y aura 3 côtes de deuxième catégorie et une côte de troisième catégorie. Le dernier sommet se situe à moins de 10 km de l'arrivée. Donc voilà, on risque d'avoir aujourd'hui un final beaucoup plus explosif que ce qu'on l'a eu hier, même si hier on a eu déjà pas mal d'attaques. On voit Rémi Cavagna remonter en tête de peloton et surtout le maillot jaune, Noah Isidore. Noah Isidore qui est également le meilleur jeune de ce Tour du Limousin après la première étape. Classement qui prend en compte les temps des coureurs nés après le 1er janvier 2001. Mais c'est pas lui qui porte le maillot blanc, évidemment, puisqu'il porte lui le maillot jaune. C'est Dan Depuit, le Belge, qui porte le maillot blanc de leader sur cette deuxième étape. Voilà pour les classements de ce Tour du Limousin. Et donc pour l'instant, c'est bien Justin Coron qui est maillot jaune virtuel avec ses 3 minutes 17 d'avance pour le groupe de tête sur le peloton.
On va bénéficier de belles images. Aujourd'hui, on s'excuse encore pour les images d'hier. Hein. C'est le réseau 4G qui est tombé hier et qui ne nous a pas permis de suivre cette étape comme on l'aurait souhaité. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. Regardez comme ces images sont belles aujourd'hui. Merci à tous les cadreurs, Guillaume Gaborio, Anthony Brosseau, Lionel Chaput et Loïc Plat, et à leurs pilotes, Willy Vostinek, Patrick Siréjol, Laurent Desbiens et Romain Léniac qui est dans l'hélicoptère pour nous offrir ces belles images de la Dordogne aujourd'hui avec un réseau qui passe beaucoup mieux. Allez, on va écouter le leader Noah Isidore, le pistolero qui a touché sa cible hier avec beaucoup de plaisir. Il répond aux questions de Pierre Gauthier et Laurent Durusquec. Très heureux, voilà, c'est bien de conclure, c'est une grande satisfaction, donc non, je suis très content. Ça a été une vraie victoire collective, on a vu Emilien Jacquelin rouler derrière les échappés, puis Pierre Gautrat vous a amené parfaitement au sprint. Ouais, c'est ça exactement, je pense que maintenant dans le cyclisme moderne, c'est souvent des victoires collectives. On a tout le temps besoin d'un gros collectif si on veut aller s'imposer à la fin. Et voilà, hier, je pense que c'est ce qu'on a fait et on a montré qu'on était très fort collectivement. Est-ce que vous allez pouvoir le défendre, ce maillot, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ouais, je pense que ça peut le faire, à voir comment ça va se passer. On a un plan bien précis. Donc, de toute façon, que ça soit moi ou un autre de l'équipe en jaune ce soir, ça sera pareil. Donc, on sera tout autant content. Avec la perspective du Succomé demain aussi ? De comment ? Avec la perspective de la montée du Succomé demain aussi. Ouais, bon, je vous avoue que je vois un peu au jour le jour. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe demain. Je sais que c'est une étape la plus dure sûrement de ce Tour du Limousin. Donc là, c'est sûr qu'il y aura plus un point d'interrogation pour moi demain. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus dans mes cordes, on va dire. En tout cas, ce maillot jaune, il donne des ailes toujours ? Oui, c'est clair. C'est toujours un plaisir de défendre un maillot jaune. Moi, c'est mon premier chez les professionnels. Donc ouais, j'espère que ça va me donner un peu la bonne patte, comme on dit. Merci beaucoup. Noah Isidore, maillot jaune et une belle équipe hein, évidemment pour le conserver, soit sur ses épaules, vous le disiez en ouverture d'antenne Christophe, soit avec ses coéquipiers Aurélien Paré-Peintre ou Antoine Lotte. Ouais, on a une grosse équipe Décathlon CMA-CGM. Hein. Même si on est parti qu'à 6 coureurs, on rappelle qu'on pouvait être 7 au départ, ils sont partis qu'à 6. Dû au gros programme de course que les équipes ont au mois d'août. Mais malgré tout, on a quand même des coureurs de talent dans cette équipe. Et encore, on n'a pas cité Pierre Gautrat qui a été le poisson pilote d'hier et qui, peut-être qu'aujourd'hui, ce sera lui. Hein. Aujourd'hui aussi, la carte, on l'a vu hier, il va très très vite au sprint. Il passe aussi très bien les bosses. Donc on a plusieurs cartes dans cette équipe. Donc, ça va être intéressant de voir quelle attitude on va adopter sur la boucle finale. Les voici, les coureurs de Décathlon CMA CGM Team. Aurélien Paré-Peintre, Noah Isidore, Antoine Lotte, Pierre Gautrat, Marius Hinogdal et Emilien Jacquelin. Les coureurs de tête qui, eux, sont à 500 mètres du meilleur grimpeur. Nous sommes dans la cité sanitaire de Clairvivre, sur la commune de Salignac. Vous voyez ces bâtiments. La cité sanitaire construite de 1931 à 1933 destinée à la lutte contre la tuberculose et à la réinsertion professionnelle des soldats gazés pendant la Première Guerre mondiale. Elle est ensuite devenue un sanatorium pour tuberculeux et un hôpital militaire pour les réfugiés républicains de la guerre d'Espagne. Elle a également accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale les hospices civils de Strasbourg qui étaient évacués en Périgord. Vous voyez cette cité sanitaire de Clairvivre. Allez, c'est Kenny Molly, évidemment, qui va faire le sprint pour passer en tête de ce deuxième meilleur grimpeur du jour. Cette côte de Clairvivre, il a déjà empoché 4 points tout à l'heure lors de la côte de Ténon. Et on ne va pas lui disputer cette deuxième côte de 3e catégorie du jour. Kenny Molly qui passe. Un nouveau 4 points pour lui. C'est Westrofer qui passe en 2e position. Et ensuite, on a Baptiste Berger, il me semble, passer 3e. Et là, on retrouve le peloton qui tout doucement réduit l'écart avec les 5 hommes de tête. On est maintenant autour des 3 minutes.
Allez, on va vous poser une question. Christophe, tout de suite. Quel coureur a le profil type pour gagner l'étape du jour? C'est Baptiste de La Rochelle qui vous pose cette question. Je rappelle que, bravo, vous avez trouvé le vainqueur d'hier. Vous voulez mon favori du jour, du coup? Exactement. Il est là, justement, le 31, Alex Aramburu. C'était pas fait exprès, mais voilà, on nous a donné la composition de l'équipe Cofidis. Le profil de coureur pour l'emporter aujourd'hui, il faut bien entendu bien passer les bosses, ça c'est une certitude. Il faut courir juste, parce que sur le final, ça peut déclencher un petit peu de tous les côtés. Il va falloir être intelligent sur la partie finale, pas se découvrir trop tôt, mais ne pas louper la bonne, ne pas rester trop en retrait. Et puis aller vite au sprint, parce que je vois mal un coureur venir s'imposer tout seul. Ça peut arriver, bien entendu, mais je pense qu'on assistera plus à, s'il y a une sélection, s'il y a des attaques, à un groupe de peut-être 20-30 coureurs qui se disputent l'arrivée aujourd'hui. Et je pense qu'à ce petit jeu-là, Aramburu fait partie de ces coureurs. Aramburu, c'est noté. Christophe. La cité sanitaire de Clairvivre avec le peloton grâce à cette vue d'hélico. Et Noah Isidore, puisqu'on voit ces images, j'en profite Christophe pour vous poser une autre question. Au sujet des développements, quels sont les développements utilisés aujourd'hui? C'est Bernard de Saint-Sulpice de Royan, Charente-Maritime, qui nous pose cette question. Alors pour aujourd'hui, je pense que c'est sensiblement les mêmes développements qu'hier. À l'arrivée hier, on a regardé les développements notamment de l'équipe Décathlon, CMA CGM, Noah Isidore et Pierre Gauthera qui était à l'arrivée dans l'espace arrivé. On a pu regarder leur vélo. Tout simplement déjà ils sont en monoplateau, donc c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul plateau à l'avant. Leur manufacturier permet d'avoir ça. Ils avaient un plateau de 54, donc plateau de 54 et à l'arrière de ce que, alors c'était visuel, je ne m'amuse pas à toucher au vélo, donc il aurait fallu peut-être que je compte les dents, mais à l'arrière on était sur du 30 ou du 32 en denture maximum. Et alors j'ai pas réussi à définir si c'était le 10 ou le 11, parce que leur manufacturier propose une cassette qui peut démarrer avec un pignon de 10. Donc voilà, on était hier en monoplateau avec un plateau de 54. Hier dans l'étape, je me souviens avoir dit qu'on pouvait mettre aujourd'hui, ça arrive régulièrement de voir 55, 56, mais c'est quand on est en double plateau. On voit bien qu'aujourd'hui on risque d'avoir besoin de développement un peu plus grand pour escalader les différentes ascensions qu'on a. Malgré tout, ce que j'ai pu voir tout à l'heure sur les images, j'ai l'impression qu'on a gardé le monoplateau quand même pour la plupart des coureurs de l'équipe Décathlon, CMA, CGM. Donc voilà, avec un 54 en plateau. Et demain, Christophe, c'est un petit peu plus difficile encore. C'est plus difficile, il y a plus de dénivelé demain. Ouais. Demain, on va passer les 3000 mètres de dénivelé positif et surtout, on a des ascensions plus raides. Donc on va voir, on sait qu'aujourd'hui, même avec un monoplateau, on peut aller sur des développements qui sont très importants. On peut complètement changer la cassette à l'arrière. Je crois qu'on peut aller jusqu'aux 36 dents à l'arrière. Donc il y a possibilité de mettre un plus grand développement sur la roue arrière. Après, je ne sais pas encore si l'option de double plateau demain ou de rester en monoplateau, je ne sais pas quelle option on va choisir. J'essaierai d'en savoir un peu plus pour l'étape de demain. Merci Christophe d'avoir répondu à ces questions. N'hésitez pas à poser les vôtres avec le QR code. Christophe Riblon y répondra au cours de ces étapes, les 3 restantes. Morné Van Niekerk à l'image qui demande le relais. Le coureur de Saint-Michel, préférence au Maubert 93, qui réalise certainement sa dernière saison au sein du peloton. On a vu à l'avant Baptiste Westrofer, Christophe Baptiste Westrofer qui fait partie des battus d'hier. Il est relégué à 6 minutes 0,3. On voit Émilien Jacquelin, lui aussi, qui après avoir effectué son travail d'équipier en tête du peloton, terminé à plus de 4 minutes. Jonas Purey, l'Estonien, qui a pris les 9 secondes de bonification et qui a fini à plus de 15 minutes. Et puis surtout Mathis Grisel, qu'on attendait peut-être comme potentiel vainqueur de ce Tour du Limousin. On pensait qu'il avait les jambes, les aptitudes. Et bien il a perdu 1 minute 37. Le leader de l'auto Intermarché, Pierre Gauthier et Laurent Durusquec sont allés à sa rencontre ce matin avant le départ pour savoir ce qui s'était passé. On l'écoute. Non, c'est sûr, on a vraiment fait une belle journée tout le long. Mais dans le sprint, on a un peu merdé et on s'est
Ouais, on a merdé tout simplement, mais ouais, c'est comme ça. On va essayer de se rattraper aujourd'hui et voilà, il reste encore 3 jours. À titre personnel, vous avez perdu 1,37 hier. Vous visiez pas le général? Non, du tout. Moi, du coup, à la police, j'étais pas vraiment bien. Donc voilà, hier j'ai lancé. Et ouais, non, le général, c'est pas vraiment mon objectif. Voilà, plus une étape. Là, je me sens vraiment bien. Donc ouais, pourquoi pas faire gagner une étape ou quoi dans la semaine. C'est un terrain de jeu qui vous convient, les 3 prochaines étapes là? Mathis Grisel au micro de Pierre Gauthier et Laurent Durusquec. On va jouer une victoire d'étape sur des routes qui peuvent lui convenir. Ouais, j'aurais pensé qu'à la base on jouerait peut-être le classement général, mais Ouais. bon, voilà, il nous l'a expliqué. Hier, il s'est sacrifié pour l'emballage final, pour le sprint. Et effectivement, une fois qu'on avait fait son effort hier, l'arrivée en faux plat montant, elle était difficile. Donc on comprend pourquoi il a perdu du temps hier. Et puis on comprend surtout, après son interview, qu'il a perdu du temps pour avoir peut-être un peu plus de liberté à un moment donné pour aller chercher une étape. Donc on va voir, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui on a mis Baptiste Westrofer devant du côté de la Lotto Intermarché, mais on verra peut-être pourquoi pas sur la partie finale où on va attendre demain, ou alors l'étape de Limoges qui est toujours très disputée. Oui, avec un final un petit peu différent des années précédentes. Et puis dans les perdants du jour pour terminer, alors que vous voyez le classement, Baptiste Huillet de l'équipe Bike Aid qui a été bien disqualifié, mis hors course pour s'être accroché à son véhicule, et son directeur sportif Anton Wiersma a lui été exclu pour cette deuxième étape. Il s'est expliqué sur Direct Vélo, confrère de Direct Vélo qui lui ont posé la question. Il n'était pas bien visiblement, il s'est accroché pendant une vingtaine de secondes pour tenter de revenir sur un coureur de l'Auto Intermarché qui lui avait chuté et tenté bien de rallier l'arrivée à deux. Il est parvenu à rallier l'arrivée, mais il a été finalement disqualifié pour sa dernière course sous les couleurs de la formation Bike Aid. Propos rapporté par le confrère de Direct Vélo. Pouvez-vous nous parler un peu des moyennes réalisées par les coureurs? Christophe, on était sur une moyenne de 43,4 km/h lors des 2 premières heures de course. Une première heure un petit peu plus animée avec bien évidemment les tentatives d'échapper. Le sprint intermédiaire aussi qui se jouait. On va avoir là des terrains très vallonnés. Quelle vitesse on peut imaginer? Alors, on va pas perdre beaucoup, hein. Si on a déjà 43 de moyenne, on va encore finir aujourd'hui avec, je pense, autour des 42 de moyenne, mais peut-être même pas, hein, parce qu'on voit aujourd'hui, ça roule quand même de plus en plus vite. Pour donner un ordre d'idée, bon, hier c'était plus facile, mais hier sur l'étape, on a quand même fait 44 de moyenne, hein, pour le vainqueur Noah Isidore. Donc voilà, aujourd'hui le matériel est beaucoup plus performant, les coureurs sont beaucoup mieux entraînés, beaucoup mieux suivis. Donc tout ça fait qu'on roule beaucoup plus vite, le niveau est beaucoup plus homogène aussi. Donc voilà, on est beaucoup plus facilement dans les roues, bien emmenés. Il y a plus d'équipes capables de rouler devant. Donc oui, les moyennes sont aujourd'hui très impressionnantes. Aujourd'hui, de toute façon, on va être sûr au-delà des 42 de moyenne. Quand on voit l'intensité qu'il y a depuis le début et puis l'écart qu'il y a à combler encore avec les 5 hommes de tête, on se doute bien qu'on ne va pas les reprendre dans les 10 prochains kilomètres. Donc ça va durer comme ça un petit moment. Et on va les reprendre au moment où on va être, ou en tout cas on va s'en rapprocher au moment où on va être sur la boucle finale. Donc c'est là où on devrait, pour certaines équipes, tenter des choses, déclencher des attaques. Donc ça va encore rouler très très vite comme ça jusqu'à l'arrivée. Merci pour cette réponse, Christophe, à la question de Bernard de Burniac en Haute-Vienne. Allez, on va s'intéresser aux hommes de tête puisqu'on les voit. Le plus connu, bien sûr, c'est Baptiste Westrofer, élu 3 fois combatif du jour sur les routes du Tour de France. Il s'est échappé dans la région Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, entre Lannemezan et Pau, et entre Agetmo et Bordeaux. Le breton de l'équipe Lotto Intermarché, habitué des attaques au long cours. On l'avait vu notamment sur Milan-San Remo l'an dernier, 250 km d'échappée. Et puis s'était imposé sur le Tour d'Oman, après 180 km devant. Il avait pris le maillot de leader d'ailleurs. Vue aérienne des carrières. On a vu plusieurs étangs aussi sur cette route
du Périgord. Baptiste Westrofer, donc le sanglier de Fouesnant, le coureur le plus connu de cette échappée. Avec lui, on a parlé, numéro 95, Kenny Molly, qui était donc maillot de meilleur grimpeur l'an dernier, le Belge de 29 ans. Il a gagné aux Pays-Bas le 1er mai. Il était échappé comme ça. Il a réussi à s'imposer en s'extrayant du groupe d'échappés à 3 km de la ligne. C'est sa 5e participation. Vous voyez son coéquipier, Joop Hermans. Et Jean-Louis Leny avec son maillot de meilleur grimpeur de SAR 135. Le coureur du Vélos Club Rouen 76. Alors Morné van Niekerk et son dossard 125. Alors que le peloton passe dans les champs de pommiers que vous avez vu sur la gauche. Morné van Niekerk, le Sud-Africain. Lui, c'est vraiment un habitué de ce Tour du Limousin. 6e participation. Il a été meilleur grimpeur d'ailleurs en 2019. Là, vous voyez Baptiste Berger du Vélo Club Villefranche Beaujolais. Baptiste Westrofer, Kenny Molly. Pour bien vous familiariser avec les coureurs de devant, leur couleur de maillot. Et le peloton, toujours emmené par Émilien Jacquelin. Noël de Lens-en-Vercors nous pose une question au sujet d'Émilien Jacquelin. Début réussi pour ses premières courses, pas mal, non? Point d'interrogation, a-t-il le niveau? Non, le niveau il l'a, hein, bien entendu. Le niveau il l'a, on voit bien le travail qu'il est en capacité de pouvoir faire. Hein. On l'a déjà vu, il avait commencé à la Polynormand, déjà il avait fait un gros travail énorme, il a roulé toute la journée. Là on l'a vu hier rouler encore une fois une grande partie de la journée. Aujourd'hui il est encore là à l'avant, donc oui, il fait partie de ces coureurs bien entendu qui ont le niveau. Maintenant à voir si d'ici de la fin de l'année il aura lui une carte personnelle à un moment à jouer. Je pense que oui, hein, on va lui laisser à un moment donné jouer sa carte perso. Là il se retrouve sur des courses où il a des coureurs plus aguerris que lui qui ont des ambitions. Donc pour l'instant il se mue en rôle d'équipier, mais il le fait à merveille pour l'instant ce rôle d'équipier. Le biathlète grenoblois, médaillé de bronze de poursuite au JO d'hiver 2000 en quintuple champion du monde et double médaillé d'argent par équipe à Pékin en 2022. Champion olympique de relais à Milan-Cortina. On a une question complémentaire. Quelle qualité issue du biathlon peut-il réellement mettre au service d'une poursuite cycliste et quelle est la principale difficulté tactique qu'il doit encore apprivoiser dans le peloton professionnel? C'est Geoffrey de Vendôme qui nous pose ces questions. Les qualités physiologiques qu'on a en ski de fond et qui peuvent correspondre à l'effort sur le vélo, c'est tout simplement les qualités d'aérobie, d'aérobie et d'anaérobie. Donc toutes ces... Le ski de fond, même si l'effort est plus court, on est plus sur des efforts entre 30 minutes et 1 heure, suivant les compétitions auxquelles on participe. On voit bien que c'est des efforts qu'il faut réussir à maintenir pendant un long moment. Donc ça correspond bien à l'effort cycliste, même si l'effort cycliste est plus long. Là, on est dans une phase de course où on est plus sur de l'aérobie, c'est-à-dire de l'endurance. Donc là, les coureurs sont capables de tenir cette vitesse-là pendant 4, 5, 6 heures, ça c'est pas un souci. Après on aura des phases beaucoup plus intenses de 4, 5, 6 minutes, voire 10 minutes de course, où là il va falloir aller chercher des filières beaucoup plus élevées. Et là on se retrouve vraiment dans les filières que les biathlètes utilisent entre chaque tir. Donc voilà, déjà au niveau physiologique, voilà un peu les niveaux physiologiques qui correspondent. Et puis après sur la technique, la technique du cycliste, c'est de savoir utiliser le vent, en fait, utiliser l'abri, utiliser ce qu'on appelle le drafting, le fait de se faire aspirer par les autres,
déjà Emilien nous en avait souvent parlé en biathlon. Il utilisait souvent cette stratégie du phénomène d'aspiration, voire même du sprint décollé, c'est-à-dire de prendre 10-15 mètres par rapport à un coureur et vraiment de venir en survitesse par rapport à lui, de profiter de l'aspiration. Donc voilà, donc j'ai l'impression que tous ces éléments un peu techniques, il les a. Alors est-ce qu'il les maîtrise complètement, ça c'est encore une autre question, mais vu son comportement dans le peloton, on a vraiment le sentiment qu'il est plutôt très à l'aise. Il y a une autre aussi interrogation, c'est comment on se mobilise un petit peu dans le peloton, et ça c'est pas toujours très simple. En plus on est sur des routes assez étroites là, en Limousin, donc il faut aussi trouver ses repères, il faut aussi ne pas avoir peur, faire confiance aux autres, se faire confiance, et à ce niveau-là j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lacunes du côté d'Emilien, donc tout va bien. Après, il est souvent en tête. Il est souvent en tête, mais on voit bien qu'il est à l'aise. Je veux dire, sur ses danseuses, sur ses trajectoires. Hier, on a vu pas mal de descentes. Pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup encore, mais on voit bien qu'il est très à l'aise dans les virages. Là, on l'a vu se mettre en danseuse et se retourner. Voilà, j'ai l'impression que toutes ces lacunes, enfin, toutes ces capacités techniques, en fait, pour lui, c'est pas des lacunes. Je crois qu'il fait beaucoup de vélo pour préparer sa saison de biathlon, et on le voit bien là sur toutes ces images. Il est très à l'aise sur son vélo. Et du coup, on le met dans quelle catégorie, futur rouleur, puncher ou grimpeur? C'est Sébastien Dumont qui nous pose cette question. Ça, franchement, c'est quand même compliqué à répondre parce que pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments. Mais ce qui est sûr, ce ne sera pas un grimpeur. Il est beaucoup trop musculeux. On sait le rapport poids-puissance, il est vraiment prépondérant pour aller bien figurer dans des côtes, dans des cols, en haute montagne. Donc non, il n'aura jamais un profil de grimpeur. Mais par contre, on voit bien qu'il est capable de rouler vite pendant très longtemps. Maintenant, je serais curieux de le voir sur un contre-la-montre, par exemple. Un contre-la-montre de 10, 12, 15 km. Parce que là, on serait complètement dans l'effort qu'il pratique tous les hivers en biathlon. Des efforts de 20, 25, 30 minutes. Donc là, je serais très curieux de voir un peu ce qu'il est capable de développer comme puissance et combien de temps il est capable de la maintenir. Mais non, ce sera jamais un grand grimpeur. Ça, c'est une certitude. Par contre, il peut être un très bon rouleur, et à voir... quand il aura sa carte, à voir si c'est quelque chose qu'il a travaillé, mais les efforts de puncher aussi, sur des côtes, sur des ascensions de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, voir ce qu'il est capable de faire. Mais les efforts violents, je pense que là aussi, il peut bien figurer dû à sa musculature qu'il a acquis via ses années de ski. 1m86, Emilien Jacquelin. Peut-être qu'on le verra la semaine prochaine sur le Tour du Poitou-Charentes. Il y a un chrono. On ne sait jamais s'il était aligné sur cette épreuve. On aurait peut-être une occasion de le voir en contre-la-montre. Il y en a un qu'on verra en contre-la-montre la semaine prochaine sur le Tour du Poitou-Charentes. C'est Rémi Cavagna, le champion de France du chrono pour la 3e fois, le TGV de Clermont-Ferrand. Et il a répondu aux questions de Pierre Gauthier ce matin, puisqu'on a eu une frayeur dans l'équipe Groupama FDJ United hier avec la crevaison d'Ewen Kostiou à 12 km de l'arrivée. Alors comment Rémi Cavagna et ses équipiers ont vécu ce moment? Bien, on l'écoute. Ouais, les jambes sont pas mal. C'est ma reprise là. J'étais pas supposé venir, donc c'est ma première participation au Tour du Limousin. Je suis bien content d'être là. C'est pas très loin de la maison et ça fait plaisir d'être là pour cette belle course et d'aider l'équipe. On va voir. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Hier, c'était un peu pour dynamiter la course, pour essayer de voir ce qui pouvait se passer. Bon, ça l'a pas fait, mais bon, aujourd'hui, on a une belle équipe. On a un plan en tête et on va essayer d'aller au bout des choses. Ouais. Vous êtes un peu fait peur collectivement avec la crevaison d'Ewen hier? Bon, c'est sûr qu'Ewen, c'était notre carte pour le classement général. On le préserve et je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité. Donc pour lui, le but, c'est de ne pas perdre de temps hier. Et aujourd'hui, je pense qu'il peut faire la différence. Mais hier, on a eu un petit coup de pression à la radio. Ouais. Ça va se jouer aujourd'hui et demain, de toute façon, a priori, pour le général? Oui, surtout demain. Mais aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir une première tendance avec les 3-4 ascensions à la fin, avec des petits murs. C'est plus dur que hier. Il y aura des écarts, je pense. Donc je pense qu'il va être devant. Et en tout cas, c'est sûr qu'il faut être devant aujourd'hui. Mais demain, c'est vrai que je connais un peu les montées du coin là-bas. Donc ça va être difficile. Est-ce que ce sont des routes qui conviennent au TGV de Clermont? Ouais, moi je les préfère un peu plus larges. Non, c'est vrai que c'est super étroit les routes ici, mais on n'est pas trop nombreux, on est 100 dans le peloton un peu plus, donc c'est bien. Mais non, il y aura de belles journées. En tout cas, moi le but c'est de faire des efforts. Je cours la semaine prochaine autour du Poitou-Charentes et ça va vraiment être mon objectif personnel. Donc voilà, mais aujourd'hui le but c'est de faire des efforts et essayer de remporter la course avec l'équipe. Parce qu'on a les cartes pour ça. Il ne va pas trouver de route très large aujourd'hui, Rémi Cavagna. Alors, on a repéré ce matin, surtout pas sur la boucle finale, c'est vraiment des routes étroites. Mais on l'a vu hier, Rémi,
il est en condition, il a l'air motivé, là il nous le dit. La semaine prochaine il a un objectif, c'est le Tour du Poitou-Charentes qui est sur des profils beaucoup plus faciles et très souvent le classement général se fait au contre-la-montre. Donc bien entendu il a cette idée en tête en étant champion de France du contre-la-montre. Cette année on le voit que ça va beaucoup mieux. Et puis hier ça fait plaisir de le voir à l'attaque. Il a essayé de dynamiter la course, il l'a bien dynamité. Après le parcours ne s'y prêtait pas. Mais on a vu que quand il a mis son attaque hier, ça a fait exploser le peloton. Donc voilà, on peut s'attendre à un Rémi Cavagna offensif, mais même à une équipe, Groupama FDJ United. Je pense que c'est son intérêt d'essayer de dynamiter la course. Pour l'instant, cette course, elle est provisoirement dominée par Justin Coron avec ses 2 minutes 38 d'avance et ses 3 secondes de bonification déjà prises sur le parcours. Il y aura un autre sprint dans 8 km maintenant avec bien 3 secondes de bonification, 2 secondes et 1 seconde pour les 3 premiers qui passeront cette ligne. Donc encore l'opportunité de gagner 3 secondes pour le Manchois originaire de Créance, qui a terminé deuxième du championnat de Normandie. Justin Coron arrivé bien main dans la main avec son coéquipier Guillaume Adam, vainqueur du contre-la-montre champenois également. Et c'est lui qui fait la bonne opération du jour pour l'instant au classement général. Vous découvrez la composition de cette équipe Groupama FDJ United avec son leader Ewen Kostiou et ses coéquipiers Maxime de Comble-Brieux-Roland, Tom Donenwirth, Lewis Bauer et Joshua Kench qu'on a vu rouler en tête de peloton. Il y a une équipe qui est discrète pour l'instant, Christophe. C'est cette formation Total Energy pour l'instant avec Alexandre Delettre engagé, Mathéo Vercher également. On les a pas beaucoup vus pour l'instant. Ils restent tranquillement dans le peloton en embuscade. Ouais, ils ont leurs 7 coureurs à 10 secondes hier, donc tout le monde est là, tout le monde est présent. C'est la meilleure équipe au classement général. Voilà, donc ils sont discrets mais ils sont dans les classements, donc ça c'est quand même le plus important. Vrai, exactement. Non, on les a vus un petit peu hier à l'action. Je pense que voilà, on attend peut-être des étapes plus difficiles comme ça l'est aujourd'hui. Pour l'instant, ils sont très discrets aujourd'hui et c'est tout à fait à leur honneur. Il n'y a pas besoin d'aller aider l'équipe Décathlon, CMA, CGM et l'équipe Groupama FDJ United. Voilà, ils le font parfaitement bien à deux pour l'instant, mais regardez, ils sont là. On les voit ils sont positionnés, ils sont autour de la 20e place, bien regroupés ensemble. Voilà, on les voit avec leur maillot blanc là-bas, les Total Energy, juste derrière l'équipe Cofidis. À noter que cette équipe Cofidis là, c'est relevé maintenant de la tête de ce peloton. Oui, c'est vrai qu'elle menait tout à l'heure. Oui. Il n'y a plus que 2 équipes maintenant qui roulent. On a vu un beau sprint hier de Baptiste Vadic pour l'équipe Total Energy. Quelles sont les ambitions de cette équipe qui, je vous le rappelle, est à la recherche d'un sponsor pour la saison prochaine? Et on va écouter le directeur sportif, Lilian Le Breton. Ouais, enfin c'est vrai qu'au sprint, on n'a pas de véritable sprinter, donc ça allait être compliqué. L'objectif d'hier, c'était de ne pas perdre de temps, de rester dans le jeu pour le général et d'avoir un maximum de mecs, de coureurs capables de jouer quelque chose à partir d'aujourd'hui et demain surtout. Ouais, justement, c'est aujourd'hui et demain que ça va se jouer pour le général, là, avec Alexandre notamment, Delettre. Ouais, il y a Alexandre, mais pas que. On a un collectif qui est quand même assez fort oui, il y a forcément aujourd'hui et demain, mais le nouveau circuit de vendredi peut aussi être propice à quelques mouvements et voilà, je pense que le leader du général vendredi matin est peut-être pas course gagnée, donc ça sera une bataille jusqu'au dernier jour. Vous êtes la seule équipe à avoir 3 coureurs qui sortent du Tour de France. Pour les jambes, c'est mieux, c'est un avantage, c'est un inconvénient. C'est un avantage s'ils ont bien récupéré. Un inconvénient si c'est pas le cas. Fondamentalement, je pense qu'ils vont monter encore un peu en pression. Il faut relancer un petit peu la machine parce que l'organisme s'est un peu endormi sur les 3 semaines qu'il y a eu depuis l'arrivée du Tour. Mais tout semble bien se passer, donc bon espoir, ouais. Puis avec la 2e place frustrante au général l'année dernière, là il faut monter d'un cran. Ouais, c'est sûr qu'on tourne autour depuis quelques années au Limousin. Je pense que ça serait très bien pour l'équipe de gagner enfin cette année, mais on va tout faire pour, quoi. Ouais, l'équipe Total Energy qui n'a jamais gagné sous le nom de ce sponsor le Tour du Limousin. La dernière victoire de l'équipe, c'était en 2012. Yukiya Arashiro
et c'était sous les couleurs d'Europe Car. Des nouvelles de ce sponsor du côté de Total Energy, Christophe Ribon, qui pourrait éventuellement... Non, vous n'avez pas. Non. On espère évidemment que Jean-René Bernaudot va réussir à trouver un sponsor. On a des échos de bonnes nouvelles, mais pour l'instant, rien d'officiel en tout cas à ma connaissance, pas plus pour vous. On espère évidemment que l'équipe française pourra repartir la saison prochaine. On se souvient d'Arkea B&B Hotel qui avait dû arrêter à la fin de la saison dernière, qui est tenante du titre de ce Tour du Limousin avec la victoire des Wen Costu l'année dernière. Donc on espère évidemment que Jean-René Bernaudot nous donnera rapidement des bonnes nouvelles pour cette formation de Total Energy. Ewen Costu, le tenant du titre donc 2025, il avait succédé à Alex Baudin qui s'était imposé en 2024 de l'équipe Decathlon AG2R, la Mondial Team à l'époque. Romain Grégoire de Groupama FDJ avait remporté l'épreuve en 2023. Et puis on avait justement Alex Arambourou qui est votre favori du jour. Alex Arambourou qui s'est imposé en 2022 sur le Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Il portait alors les couleurs de la formation Movistar. Puis en 2021 c'est Warren Barguil qui s'était imposé sur le plus petit écart. Dans la même seconde. Exactement, bien vu Christophe. Dans la même seconde que Franck Bonamour cette année-là. Et c'est pas la seule année où les deux premiers étaient dans la même seconde, puisqu'en 2017 Alexis Vuillermoz s'était imposé dans la même seconde que Elie Gesbert. Pareil en 2015 pour Sonny Colbrelli aux dépens de Jesus Herrada. Et puis on en parlait, Yukiya Arashiro, il était dans le même temps que Jérémy Roy en 2012. Et puis il y a eu même 3 autres épreuves avec des victoires de Stéphane Hulot de Lorihaus et de Dominique Arnaud dans la même seconde que leur dauphin. Toujours relativement souvent serré ce Tour du Limousin. Très très serré tous les ans. C'est d'ailleurs pour ça l'importance des bonifications. Et puis à noter un petit point de règlement. Si on est dans la même seconde, comment on fait pour départager c'est intéressant. Les coureurs? Et tout simplement on va chercher le cumul des places sur les différentes étapes. Donc sur la dernière étape, on va chercher le cumul des places à l'arrivée des 4 étapes qu'on vient d'effectuer. On additionne ces places et puis celui qui a le plus petit nombre, le plus petit cumul de places, est devant l'autre. Et s'ils sont ex aequo? S'ils sont ex aequo aux places, c'est l'arrivée du dernier jour. Exactement, Christophe, c'est l'arrivée du dernier jour. Celui qui est mieux classé à l'arrivée du dernier jour... D'où, même quand on joue le classement général, on peut penser hier, par exemple, une arrivée groupée au sprint. On se dit, je suis pas sprinter, ça va arriver au sprint, je me laisse un petit peu descendre dans le groupe et c'est pas très grave si je finis pas devant. Non, parce que si le dernier jour on est dans la même seconde, on ira chercher donc ces places et on l'a vu, c'est très souvent le cas. Ce cumul de places est prépondérant pour le classement général. Donc il faut tous les jours, je dis pas aller se battre dans les 3 ou 4 premiers pour essayer de faire le sprint si on n'a pas les capacités, si on a un peu peur. Des fois il y a de l'appréhension sur les sprints massifs. Mais il faut au moins essayer tous les jours d'aller grappiller une place dans les 15-20 premiers. C'est hyper important. Si vous avez des questions à poser à Christophe Riblon, le QR code s'affiche, vous le scannez, vous posez votre question. Justement, on a une question de Geoffrey de Vendôme, entre 60 et 45 km de l'arrivée. Le peloton a rapidement repris une trentaine de secondes, mais l'écart stagne. Maintenant, vous le voyez, 2 minutes 40, 2 minutes 30 désormais. Alors que le peloton est très étiré, est-ce que c'est l'échappée qui a haussé le rythme ou les équipes qui temporisent avant le final? Quels sont les indices qui vous permettent de faire la différence à l'image? Vos yeux d'expert. Pour moi, c'est le peloton qui s'est mis à la même vitesse que les hommes de tête. Pour l'instant, il n'y a pas la nécessité de revenir trop vite sur l'échappée. On le sait, si on revient assez proche, je dirais autour de la minute, voire un petit peu moins, on risque de s'exposer à des contres derrière. Je pense que c'est pas la volonté des équipes qui roulent en tête de peloton pour l'instant, juste de gérer l'écart. Donc oui, le peloton est bien en file indienne, ça veut dire que ça roule relativement vite, mais là en l'occurrence c'est en file indienne juste parce que tout le monde a envie de se mettre un peu à l'abri, personne n'a envie de faire l'effort pour venir se mettre à côté d'une autre équipe. Tout ça, ça use de l'énergie, donc on est en train tout simplement d'essayer de conserver son énergie dans le peloton. On sait que le final sera très intense aujourd'hui. Allez, on profite de ces images du peloton puis on va s'intéresser au sprint intermédiaire. Le 3e et dernier de la journée, kilomètre 40.9 pour
Les hommes de tête dans 700 mètres. Donc ce troisième sprint intermédiaire qui pourrait permettre à Justin Coron d'empocher 3 secondes de bonification supplémentaire. Et puis on va suivre évidemment pour le maillot bleu de meilleur sprinter qui empochera les points dédiés, ces 3 points à chaque fois également. Je vous rappelle qu'hier c'est Jonas Pureid, l'Estonien, qui avait remporté les 3 et qui compte donc 9 points. Et les encouragements du public. Les coureurs qui sont dans Pézac. Vous découvrez les images de Pézac et son moulin forge papeterie qui se sont développés grâce à l'exploitation de la rivière au Vézère. Voilà, avec un réseau d'activités artisanales qui façonne le paysage et la vie économique de cette commune. Et voici les hommes de tête dans Pézac. Ils arrivent au sprint. Ouais, alors là, la ligne 1, on aperçoit les panneaux là sur les côtés. C'est Morné Van Niekerk pour l'instant qui est en tête de ce groupe. Ah non, c'est dans 500 mètres, c'est pas tout de suite. Ah oui, 500 mètres. Alors dans la logique, hein, on voudrait que ce soit le coureur le mieux classé. Hein. Oui, Justin Coron qui il est bien va placé, aller chercher le maximum de bonification. On va voir. Est-ce qu'on va lui disputer? Pour l'instant, il a pris 3 secondes hein, depuis le début. 1 seconde sur le premier sprint et 2 secondes sur le deuxième. Morné Van Niekerk, Justin Coron, Baptiste Westrofer pour l'instant sont les 3 premiers de ce groupe de tête avec un écart qui s'est réduit autour de 2 minutes à 40 km de l'arrivée à la Nouaille. Les coureurs qui passeront une première fois hein, sur la ligne. Dans pas longtemps, à 34 km de l'arrivée, ce premier passage. Eh ben non. Justin Coron qui se bat pas vraiment hein, pour aller faire les bonifications. Il est passé en 2e position, donc c'est Baptiste Berger qui est passé en tête. Oui, comme au sprint numéro 2 d'ailleurs. Alors il y a des bonifications à aller chercher, mais il y a aussi des points pour le classement des sprints intermédiaires. C'est certainement ça que Baptiste Berger est venu chercher. C'est juste dommage, je trouve, que Justin Coron ne prenne pas le maximum de bonification. On ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. Déjà, ça le replace au classement général. Alors oui, il faut arriver dans le temps du vainqueur. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, pour vraiment capitaliser sur ses bonifications. Mais vu ce qu'il a fait hier, vu ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, en tout cas, je trouve que essayer de se donner le maximum de chances, d'aller chercher des secondes de bonif. Et puis après, on verra sur le final ce qui se passe. Là, il y avait des secondes faciles à aller chercher. Et puis on n'est jamais à l'abri hein, que pourquoi pas, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais oui, que l'échappée aille très loin. Il y a un maillot de leader à prendre. Et c'est donc Baptiste Berger qui a pris 3 points supplémentaires. Il en avait déjà marqué 3 au sprint 2. Ça fait 6 points et 6 secondes de bonification pour lui. Baptiste Berger, le coéquipier de Maximilien Juillard, qui s'est révélé hier sur ses routes et qui a endossé un maillot, le maillot du combiné. On va l'écouter, Maximilien Juillard, comment il a vécu sa journée d'hier. C'est bien de démarrer le Tour du Limousin avec cette belle entrée en matière. Pour l'équipe, c'est important d'être représenté à l'avant dans l'échappée, montrer qu'on a l'envie d'être là. Et puis voilà, se faire plaisir à l'avant en ouvrant la route. Une 3e place au général qui peut aiguiser votre appétit? Oui, tout à fait. Alors c'est la particularité des courses à bonification, c'est que voilà, il n'y a pas que l'arrivée qui compte, il y a aussi les sprints intermédiaires. Donc effectivement, c'est toujours sympa de se retrouver 3e du classement général. Après, hier c'était l'étape la plus facile. Aujourd'hui, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Donc oui. Et de toute façon, on va s'accrocher jusqu'au bout. On verra ce que ça donne, mais voilà, c'est pas du tout encore quelque chose qui me trotte dans la tête. Donc on verra bien, il va y avoir du sport. C'est votre 5e participation au Limousin, c'est un terrain de jeu qui vous plaît?
Oui, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, mine de rien. 5e Tour du Limousin, c'est une course qui est superbe. Un terrain qui est vraiment plaisant, puisque je trouve qu'il peut correspondre à un peu tout type de coureur. En fait, c'est pour les hommes en forme, les hommes forts. Donc c'est un terrain intéressant. Il n'y a pas vraiment de profil particulier qui s'exprime au mieux. Évidemment, les punchers ont quand même leur meilleure carte à jouer, mais maintenant c'est une course usante et difficile, donc j'ai envie de dire ça se fait vraiment à la patte et à la moelle. C'est l'occasion de courir avec des World Tour. Ouais, exactement. C'est toujours des moments sympas. Pour nous, le club Villefranche-Beaujolais, c'est la première année où on est invité sur ce genre de compétition, donc c'est exceptionnel. Pour les jeunes qu'on a dans l'équipe, ça leur permet d'acquérir énormément d'expérience, de montrer à l'échelon professionnel à quoi ça ressemble. Donc c'est une superbe expérience et tout est bon à prendre, et c'est pour ça qu'on profite de ces 4 journées ici dans les Limousin. Mais ils se montrent, les coureurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, comme ceux du Vélos Club Rouen 76, ces 2 équipes continentales fédérales qui sont sur cette course. On en a déjà parlé hier, Christophe, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, ce sont des équipes qui ont le droit désormais de participer à ce genre d'épreuve. Ouais, ce qu'on appelle des continentales fédérales. Donc ils sont amateurs, hein, bien entendu. C'est des équipes qui font partie de la division nationale 1, la meilleure division amateur, et on leur donne la possibilité sur certaines courses de venir se frotter au peloton professionnel comme ça l'est actuellement ici. Il y avait aussi la Polynormande où ils avaient accès. Voilà, il y a quelques courses comme ça dans l'année où ces équipes ont le loisir de pouvoir venir rivaliser avec les équipes pro. Ça leur donne de la visibilité, parce que là on les voit, hein, c'est diffusé à la télévision, ce qui n'est pas le cas des courses amateurs, donc ça donne un peu de visibilité pour leurs partenaires, leurs sponsors, et on sait que le milieu amateur en a besoin. Et puis ça donne aussi l'opportunité, comme nous l'a dit Maximilien Julliard, de se confronter aux professionnels, aux meilleures équipes World Tour, au moins françaises. Donc voilà, ça permet un petit peu de voir, de se montrer, peut-être pourquoi pas de se faire détecter par certaines équipes. Donc d'où l'importance d'être représenté à l'avant, de se montrer, de faire des efforts, et puis de voir un peu ce qu'on est capable de faire, ou encore le travail qui reste à effectuer pour être au niveau. On se régale aujourd'hui avec ces belles images. Merci au réalisateur Sébastien Gallaudet et notre producteur Vincent Watley de nous proposer ces belles images avec via les équipes techniques de Régis Réveillé. On se régale, on était un peu frustrés tous hier avec ce problème de réseau qui nous a empêché de vous donner des images comme celle-ci de peloton vus d'hélicoptère. Et merci à tous les cadreurs et les pilotes que j'ai cités tout à l'heure. Guillaume Gaborio et Willy Vostinek qui vous offrent ces images à l'avant de la course, notamment avec ces hommes de tête qui vont approcher de la ligne d'arrivée ici à Lannoy. Ça va être l'occasion bien de reconnaître le final de cette 2e étape du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous d'être fidèles à ici Limousin, ici Périgord, Noah, France.tv et YouTube. Vous étiez très nombreux hier à l'écoute et à regarder évidemment cette première étape entre Vérac et Dun-le-Palestel. Et aujourd'hui nous sommes en Dordogne, dans le Périgord, et les coureurs de tête qui possèdent une avance d'un petit peu moins de 2 minutes désormais, qui approche de Lannoy. Allez, la ville arrivée, il accélère, qui attaque. On est à 1 km du passage ligne, donc ça permet aussi de repérer pour le prochain passage. Voilà, Baptiste Westhofer qui choisit. Quand il voit, il le sent que l'écart est en train de se réduire. On est maintenant à 1 minute 50, 52. Donc voilà, essayer de redonner une nouvelle dynamique à cette échappée, repartir avec les hommes les plus forts, essayer d'accélérer. Et Justin Coron et Baptiste Berger qui n'ont pas pu suivre. Baptiste Westhofer, et c'est un peu dur aussi. Ouais, pour m'emmener voir Nikark qui a du mal à suivre. Et pour Kenny Molly dans sa roue. Il est en train de partir tout seul là, Baptiste Westhofer. Bon, ça lui fait pas peur, c'est l'avantage. Non, il aime ça. L'effort solitaire, comme ça en échappé en baroudeur, c'est son truc. Allez, à 500 mètres de la ligne, il est seul pour l'instant. Baptiste Westhofer. Et c'est étudié ça. On a vu sur les images là, il y a de cela 3-4 minutes, on a vu Maxime Bouet, son directeur sportif, venir à sa hauteur, lui donner beaucoup de bidons, de gel, lui parler. Ça a duré pendant un petit moment, ça a bien duré 2-3 minutes. Voilà, je pense qu'il y avait un plan.
Le plan, c'était d'essayer d'effectuer cette dernière boucle, de s'isoler à l'avant pour essayer d'aller le plus loin possible. Allez, on salue Maxime Bouet, l'ancien coureur d'Agric-Tubel et d'AG2R, la mondiale. Deuxième d'étape sur le Tour de France 2010 à Spa en Belgique. C'était derrière Sylvain Chavanel. Le passage sur la ligne ici. Les 34 derniers kilomètres avec donc un homme en tête, Baptiste Westrofer. Suivi, vous le voyez, de Morné Van Niekerk et de Kenny Molly. Le peloton à l'arrière. Dans le peloton, là, on sent qu'on arrive. Hein. C'est dans le Money Time, là, dans cette boucle finale. Nous, on l'a repéré ce matin, alors en voiture, bien sûr, pas en vélo. Alors là, vous auriez pu, vous, Christophe. Non, c'est fini ça. C'est fini pour moi. En plus, c'est beaucoup trop dur, les routes du Limousin. Mais non, la boucle finale, elle est difficile, elle est exigeante. C'est quelqu'un qui a gagné à l'Alpe d'Huez qui vous dit que les routes du Limousin sont trop dures. Quand même, Christophe. Non, mais elles sont vraiment dures. Hein. Oui, c'est sûr. C'est jamais simple, c'est jamais plat. En fait, on n'a jamais de replat. Et puis surtout, on va le voir. Hein. Ça va pas du tout être le même type de route que ce qu'on a là. Hein. La route va faire la moitié de ce qu'on a actuellement ici sur la ligne d'arrivée. Donc on va être sur des petites routes, ça va être très tortueux. Et bien entendu, il y aura du dénivelé puisqu'on a 4 ascensions, 3 de deuxième catégorie et une de troisième catégorie sur cette boucle finale. Christophe, vous le connaissez, ce Tour du Limousin. 4 participations à votre actif. La dernière, c'était en 2017 à Panazol. J'ai abandonné. Oui, c'était pas la mieux. C'était pas la meilleure. Si je veux en mettre mon abandon, si je veux en tirer du bénéfice, je vais dire que j'ai roulé pour Alexis Villarmoz qui l'a emporté cette année-là. Mais non, voilà. C'est pas vrai. C'est même pas le cas. Si, j'ai roulé un petit peu avant, mais j'ai pas du tout participé parce que c'est l'étape où j'abandonne, c'est l'étape où justement il vient chercher les bonifications. Et non, ils se sont débrouillés sans moi. J'étais pas au niveau. On retiendra vos 2 victoires sur le Tour de France alors. Ah oui, ça, c'est ce que... Oui. Alpe d'Huez et la deuxième, rappelez-nous. À Aix-Croix-Domaine, en 2010. 2010. Combatif du Tour en 2013 avec votre victoire à l'Alpe d'Huez. Bravo Christophe. Et merci d'être avec nous cette semaine pour nous faire vivre bien ce Tour du Limousin et puis partager votre expérience et surtout votre expertise pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. Baptiste Westrofer sera-t-il rejoint par le duo Morné Van Niekerk, Kenny Molly? A-t-il intérêt à les laisser revenir, sachant que pour l'instant il n'a pas l'air de réussir à creuser? Pour l'instant il ne réussit pas à creuser. Peut-être que là il faudrait les attendre. Après on va voir, mais ça énerve toujours quand même. Quand un coureur comme ça attaque et puis ne réussit pas à faire le break. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est volontaire ou quoi, mais on va retrouver 3 coureurs à l'avant. Je ne sais pas si c'est volontairement relevé. Mais en tout cas ce sera plus intelligent d'y aller à 3. Au moins tout le monde s'est un petit peu testé. On a vu que Morné Van Niekerk et Kenny Molly étaient au même niveau avec Baptiste Westrofer. Donc voilà, à 3, je pense qu'on sera beaucoup plus efficace que d'inciter tout seul pour Baptiste. On découvre la commune de Lanouaille et son église Saint-Pierre, lien style néo-gothique. Commune qui a recelé également un musée dédié à la pomme. Vous avez vu tout à l'heure les pommiers sur le côté de la route avec la maison de la pomme d'or. C'est un espace culturel de découverte consacré à l'imaginaire du fruit universel d'Adam à Big Apple. Et puis là, vous voyez la base de loisirs de Roufiac. C'est une retenue d'eau de 40 hectares sur la Petite Loue. Vous voyez les arbres là, c'est un parc boisé de 100 hectares. Et vous pouvez évidemment vous adonner à diverses activités comme le téléski nautique, la planche à voile, l'escalade, le tir à l'arc, le VTT, la tyrolienne aquatique, l'acrobranche, le paddle. Les 3 hommes de tête ensemble, 31 km de l'arrivée, 1 minute 42 d'avance. Alors on va vraiment parler de ce final avec ce peloton que l'on découvre très étiré. Et à l'avant les coureurs de l'équipe Cofidis. L'ambition de l'équipe Cofidis cette année sur ce Tour du Limousin, Périgord, Nouvelle-Aquitaine. On va écouter l'interview de Valentin Ferron, le poitevin de cette équipe. Ouais, c'est une bonne journée hier. C'est sûr que la victoire aurait été mieux. Après, on a fait tout ce qu'il fallait pour justement jouer la victoire.
on a un collectif très homogène et puis on a aussi de bons leaders avec Hugo et Alex. Donc non, on est présent sur ce Tour du Limousin avec voilà, des bonnes cartes à jouer. Aujourd'hui, c'est une étape plus vallonnée, ça va être plus décisif pour le général aujourd'hui et demain. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui l'étape est vraiment pas simple. Il y a plus de 3000 mètres de dénivelé, surtout avec le final qui est assez condensé avec des ascensions assez compliquées. Donc effectivement aujourd'hui ça va être le premier rendez-vous pour le général et je pense qu'il n'y aura pas un gros groupe en tout cas pour se disputer la victoire à l'arrivée. Alex, il a déjà gagné cette course en 2022, il sait comment faire. Oui, c'est sûr, c'est un champion, il a gagné déjà ici en 2022. C'est un terrain qui lui correspond très bien, en plus il est en forme, donc c'est un client pour aujourd'hui effectivement. À titre personnel, vous avez quelques ambitions ? Ouais, moi je vais essayer d'aider au mieux mes leaders, aller le plus loin avec eux pour les accompagner, pour les aider dans le final et voilà, tout donner. Merci beaucoup. Merci. Tout donné comme ses coéquipiers qui mènent le peloton et qui reviennent progressivement sur Justin Coron et sur Baptiste Berger. Vous voyez cette formation Cofidis avec donc Alex Arambourou, votre favori Christophe aujourd'hui, et Hugo Page bien sûr, 3e hier de l'étape, Alex Arambourou 5e. Dans cette équipe aux côtés de Valentin Ferron, on retrouve Eduardo Zamperini, Luis Alberto Larrarín Roras, Camille Charret et Nicolas de Beaumarchais. Et des coureurs déjà en difficulté à l'arrière, dont Emilien Jacques qui a beaucoup travaillé depuis le début. Simon Baran est là également. On retrouve Marc Valente de la formation MBH Bank CSB Télécom Forte. Et avec son dossard numéro 114, c'est Lennart Sternsdorf de la formation Bike Aid. Formation Bike Aid qui a perdu 2 coureurs. Allez, à l'avant, Baptiste Westrofer, Morné Van Licker, Kenny Molly qui se sont donc bien regroupés. Baptiste, depuis tout à l'heure, c'est le plus actif. Je pense qu'il redonner envie à ses 2 compagnons d'échappée de rouler avec lui, de participer à l'avancée de cette échappée. Alors que là, on a Justin Coron qui est en train de se faire reprendre par le peloton. Lui, il a un objectif maintenant, ça va être de rester dans ce peloton, d'essayer de ne pas se faire distancer. Il a pris des bonifications aujourd'hui, c'était lui le mieux classé, donc il faut absolument essayer de rester dans cette première partie de peloton. 5 secondes de bonification au total. Après le passage au niveau des 3 sprints. Et puis 5 points également pour le classement. Classement dominé par Jonas Pured avec ses 9 points pris hier. Mais on a vu qu'il était en difficulté hier, Jonas Pured, à la fin de l'étape. Donc on verra si aujourd'hui il parvient à rallier l'arrivée et à conserver son maillot bleu de leader. Baptiste Berger est repris. L'équipe Cofidis toujours en tête à l'heure du ravitaillement. L'équipe Cofidis qu'on voit très active depuis une dizaine de kilomètres. S'était mis un peu en retrait là, il y a de cela demi-heure, 3/4 d'heure. Mais là, depuis l'amorce de ce circuit final, ils sont bien regroupés, bien à l'avant. Tire la langue, Baptiste Westrofer. Il a vu la caméra. Il est malin. Oui, c'est vrai que l'équipe Cofidis avait placé un coureur en début d'étape, vous le disiez, Christophe, pour mener l'allure du peloton. Ensuite, elle s'était un petit peu mise en retrait. Et là, elle est redevenue à l'avant et même complètement à l'avant. C'est-à-dire qu'il y a toute l'équipe devant. Il n'y a plus que cette équipe qui roule. Voilà, ça roule très vite, très fort. On essaye d'imposer son rythme là du côté de l'équipe Cofidis. Oui. Et on salue Antonio César Pires qui nous regarde du Brésil et qui nous embrasse. Et bien nous aussi, on embrasse Antonio César Pires de Sao Paulo. Il regarde le Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine sur les antennes d'ici Limousin Périgord et plus vraisemblablement sur France.tv ou sur YouTube bien sûr. On salue donc Antonio César Pires. On nous pose une question sur une épreuve féminine. Y a-t-il une course féminine sur le Tour du Limousin? C'est Olivier qui nous pose cette question. Il n'y a pas de course féminine en même temps. Pas à ma connaissance. Non. En revanche, les organisateurs du Tour du Limousin organisent 2 épreuves féminines. Il y a le Tour du Haut Limousin féminin qui a eu lieu le 25 mai avec la victoire d'Océane Mahé de Ma Petite Entreprise.
Elle a également remporté le classement de meilleure grimpeuse, de meilleure sprinteuse. Et ma petite entreprise a gagné la formation de... Ma petite entreprise, vous savez, qui regroupe différents sponsors, différentes PME, qui a remporté le classement de meilleure équipe. Et puis les organisateurs sont également à la tête de la Périgord Ladies, qui a vu cette année la victoire d'Eva Van Act de la formation FDJ United Suez. C'était au mois de juillet, juste avant le Tour de France féminin, remporté justement par cette équipe Poitevin FDJ United Suez. Et l'équipe CIC Pro Cycling Academy qui pendant ce temps-là s'est mis à l'avant du peloton. Axel Mario, le 81, c'est lui le leader de cette équipe. On voit que ça roule très vite, très fort. Tout le monde est au courant, que les routes sont étroites. Là maintenant on va entamer les différentes ascensions de ce circuit final et on voit cette gare de placement. Là ça frotte énormément. On est en train d'essayer de mettre son leader dans les meilleures dispositions. On rappelle ce final, Christophe, avec ses côtes, la côte de Génis, la côte de Pervendou, la côte de Saint-Mesmin et la côte de Savignac-Lédrier sur ce parcours final. La prochaine est donc 4 km. Alors, le point bas est plus tôt que ça même. Le point bas, il arrive dans moins d'1 kilomètre. Cette côte de Génis, 5,6%. C'est ça, un peu plus de 3 km. Et puis on voit, c'est l'approche. Toute cette approche là, ça va étirer ce peloton, d'où le placement qui est hyper important. On va le voir, on va arriver en bas, on va traverser un pont et tout de suite on va remonter. Donc dès qu'on est au-delà de la 30, 40, 50e position, il y aura un gros coup d'élastique, voire des cassures devant soi. Donc il faut absolument être bien placé là sur ces routes. On parle des côtes, Christophe, il y aura évidemment aussi les descentes. Il faudra être bon descendeur aussi. Oui. Et justement, il ne faut pas, et donc le peloton est évidemment au courant, laisser trop de marge à des échappées. Parce que voilà, on en voit une justement à l'image, une descente comme celle-ci, plutôt technique et qui n'avantage pas forcément un peloton. Non, c'est très difficile de s'organiser. Sur ces routes, on l'a 1 minute 25 km, il y a encore beaucoup de difficultés. Donc ça devrait le faire, mais on voit, vous parliez de la technique en descente, on voit bien là, avec les premiers coureurs du peloton, il peut peut-être y avoir des coureurs qui partent à la faute dans les descentes, donc il va falloir faire attention. Et là, ces coureurs qui sont à la fin, vous allez voir la relance qu'ils vont prendre. Quand on va arriver en bas, on va traverser le pont et tout de suite la remontée. Moins d'1 minute d'avance pour les 3 hommes de tête à 25 km de l'arrivée qui remportera cette deuxième étape du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, on va le savoir dans quelques minutes. La côte des Génis, on voit 5,6 de pourcentage moyen. Et on voit tout de suite un changement de braque. Alors, on n'est plus du tout sur les mêmes vitesses, plus du tout sur les mêmes développements. Et le peloton qui continue de revenir. Le fait qu'on veuille se positionner à l'avant, ça fait qu'on roule très vite dans le peloton. On reprend très rapidement du temps aux hommes de tête. Vous parliez de développement tout à l'heure, alors qu'il y a encore Cofidis qui est nettement distancé là. Il est parti qui a de l'avance, pardon. Et il est descendu trop vite. Oui, il est descendu trop vite. Là, il aborde la côte de Génis en tête. J'allais dire, c'est bon, le peloton est derrière. J'allais dire, il y a peut-être même eu une chute parce que ça me paraissait peur, très loin. Et on est en train d'essayer de se la jouer à 2. J'ai l'impression. On va peut-être partir à 2 pour ces coureurs de l'équipe Cofidis. Vous voyez les voitures qui remontent. Ouais, on fait passer tous les véhicules là. La direction de course qui a choisi de faire passer tous les véhicules à l'avant. C'est pas plus mal parce que vous l'avez dit. Ça va revenir vite. Les routes sont étroites. L'équipe Groupama FDJ United qui a pris la tête du peloton là pour revenir. Gopage en deuxième position, il me semble. Exact. Sur les 2 coureurs Cofidis. Baptiste Westrofer, lui, il est tout seul à l'avant. Il a lâché une nouvelle fois Morné, Van Niekerk, Kenny Molly. Et il est parti dans un effort solitaire. Baptiste Westrofer dans cette côte de Génis. Une côte de Génis qui sera, après une descente, suivie quasiment immédiatement par la côte de Pervendou. 2 difficultés là qui vont s'enchaîner.
2 cols de 2e catégorie sur ce Tour du Limousin. Ouais, et la prochaine ascension, c'est peut-être une des plus difficiles. Sur les 4 proposés, on va le voir. Ça, pareil, ça descend, on traverse un pont et tout de suite on remonte sur des pourcentages importants dès le début. Allez, pour l'instant, c'est rentré dans l'ordre. Les 2 coureurs de l'équipe Cofidis, notamment avec Hugo Page. On est revenu dans le peloton. C'est l'équipe Groupama FDJ United maintenant qui mène la poursuite, qui continue d'imprimer son rythme. Et Baptiste Westrofer qui s'est détaché. Vous le voyez, l'écart. Avec Kenny Molly. On essaie de faire exploser ce peloton. On imprime un gros tempo pour la Groupama FDJ United. Regardez, ça y est, derrière, c'est terminé pour tous ces coureurs. On ne reviendra plus, on n'est plus dans la course. Louis Ardouin devant Rizel Roubaix, notamment. Et les efforts de Baptiste Westrofer. Il a retrouvé des jambes, Baptiste. Il nous disait qu'après son Tour de France, il avait été malade. Qu'hier, il n'était pas en grande forme. Visiblement, là, ça va mieux aujourd'hui. On va voir l'écart entre Morné Van Niekerk et Kenny Molly et le peloton. Le peloton très étiré. Ça a vraiment bien explosé. On doit avoir une 40aine de coureurs dans cette première partie du peloton. Avec plusieurs cassures. Baptiste Westrofer qui perd Mathis Grisel, pieds, c'est encore le 21. Mathis Grisel, Ça confirme bien ce qu'il nous disait en interview ce matin. Il n'est pas au top, Mathis. Il est accompagné de Matthew Fox, qui lui aussi avait encore sa chance au général. Oui, l'équipe Lotto Intermarché en tête avec Baptiste Westrofer, mais là on est pour la victoire d'étape. Et malheureusement pour le général, c'est plus compliqué pour la formation. L'une des 3 World Team engagées sur ce Tour du Limousin. Et on continue d'insister pour la Groupama FDJ United. Ewan Kostiou qui est en 2e position, qui se retourne, qui fait un petit peu le point. Je pense que c'est Lewis Bauer qui est en train d'emmener le Néo-Zélandais. Et ça continue d'exploser encore dans ce groupe. On a encore une cassure. Puisqu'on voit Groupama FDJ United mener le peloton, on a une question de Pascal de Boucteau dans l'heure. Y a-t-il une inquiétude pour la Groupama FDJ de ne pas beaucoup gagner, étant 20e au classement UCI? Oui, bien entendu qu'il y a une inquiétude. 20e au classement UCI. On sait que pour être dans le World Tour d'ici 2 ans et demi, il faudra être dans les 18 premières équipes. Donc oui, c'est une équipe qui n'est pas à son niveau cette année. C'est une équipe qui normalement se situe plus, je dirais, entre la 10e et la 15e place au niveau mondial. Donc oui, clairement, cette année, on est en manque de réussite. 7 victoires cette année pour l'équipe, dont les 2 titres nationaux de Rémi Cavagna sur le chrono et de Romain Grégoire sur la course en ligne. Ouais, c'est peu, peu. Après, ça fait partie de la vie d'une équipe. Il y a des années où ça va, des années où ça va moins bien. Après, ça casse encore, ça accélère en tête de peloton, pardon. Ça rattaque. Ouais, avec. C'est d'ailleurs Ewan Kostiou, il me semble. Avec un coureur Cofidis dans ses roues. Baptiste Westrofer toujours en tête. Il va falloir qu'il bascule au sommet. Et oui, il est là. Ewan Kostiou avec Aaron Bourou qui sont sortis. Ils font partie des favoris de cette étape. On avait un plan. Du côté de la Groupama FDJ United, c'était de durcir la course et ensuite d'attaquer, de faire exploser ce peloton. À 500 mètres de ce meilleur grimpeur, on salue Kenny Molly et Morné Van Niekerk qui ont été repris et qui ont animé ce début d'étape. Et on a vu derrière Antoine Lotte et Alexandre Delettre qui se tentaient de réagir. Oui, il faut réagir pour la formation des 4 CMA CGM et Total Energy, parce que les 2 leaders de l'équipe Groupama FDJ et de la formation. Ça réagit, regardez. Cofidis en devant. Allez, Antoine Lotte, Alexandre Delettre et derrière, ça doit être Axel Mario qui est en train de rentrer. Oh oui. Il est en forme, Axel Mario. C'est possible que ce soit lui derrière. Baptiste Westrofer. Allez, Baptiste, là, il faut souffler un grand coup, là. 10 secondes. Essayez d'aller jusqu'au sommet, après souffler un grand coup, parce que ça va revenir vite derrière. Ouais, ça va descendre, il va pouvoir souffler un peu. Mais pas longtemps. Allez, on demande le relais. Ewan Kostiou qui demande le relais. Pour l'instant, personne ne le prend. On a sûrement d'ailleurs les 5 coureurs les plus forts de ce peloton. Là, on voit le maillot jaune, Noah Isidore, il nous l'avait dit.
Voilà, avec une configuration de course comme l'impose la Groupama FDJ United, Noah Isidore est un peu juste. Après, on est encore loin de l'arrivée, on est à plus de 20 km. Oui, on peut se regarder encore devant aussi, hein, si personne prend le relais des Wen Kostju. Voilà, passage au sommet. Maintenant, Pour on va l'instant, aborder ça va. la descente. 21 km à 600 de l'arrivée. Et on passe. Hein. Antoine Lotte qui prend son relais. Ensuite, Aramburu. Baptiste Westrofer dans la descente. On vous l'a dit, tout de suite après, une nouvelle côte. Hein. La côte de Pervandou à 6,36%. Et toujours Ewen Kostju en tête de ce groupe de 5. Bon, bah, ça nous donne déjà une idée hein, de Des hommes la forts. hiérarchie, ouais, des hommes forts du classement général. On a vu là, il n'y a vraiment pas eu photo. Hein. Tout de suite, la différence est faite. L'arrière du peloton. Pierre-Henri Basset, le coureur français de cette équipe Astana Développement. On aperçoit le maillot jaune de Noah Isidore, là, 6 places avant la fin. Et Baptiste Westrofer dans son effort solitaire habituel. Il souffle, il respire, il profite de la descente. Ah, là, il y a une épingle à cheveux. Et ça va vite remonter. Attention à bien négocier ce virage. Oh, il y a eu une chute. Une moto, malheureusement, Et qui est sortie trop large, je pense. Ouais. Une moto de la régulation. Oui, le régulateur qui va faire signe, hein, justement, aux coureurs de faire attention. Ouais, il était dangereux ce virage. Tout le monde était debout. Hein. Donc Oui, déjà, c'est plutôt rassurant, les images qu'on a vues. 20 km pour Baptiste. Et on le disait, hein, ces descentes qui sont techniques. Attention de ne pas partir à la faute. Et il arrive au point bas. Baptiste Westrofer. On arrive dans l'épingle à cheveux. Voilà, le régulateur en rouge là-bas qui fait bien signe à tous les coureurs de faire attention. Voilà, ça passe pour tout le monde. Avec la moto qui allait prendre le bas-côté. En sortant un petit peu trop large. Encore 3 côtes dans ce final. Allez, le passage sur le pont. On tourne et tout de suite, On aborde la côte. on aborde la côte. Des pourcentages importants. Hein. Dès le pied, changement de braquet. Là, vous l'avez dit, Christophe, c'est dur ici. Ouais, tout à l'heure, non, Ah, c'est... ouais, clairement. Hein. Les premiers 500 mètres sont vraiment difficiles. Hein. La côte du Pervandou. Vous le voyez, deuxième catégorie. 6 points, 4 points, 2 points et 1 point en jeu, comme celle précédente de Génis. Allez, on retrouve les 5 coureurs derrière. Pour l'instant, on n'aperçoit pas la tête de peloton. Hein. Il y a le trou entre ces 5 coureurs-là et le reste du peloton. Voilà, le reste du peloton qui est maintenant au pied avec toujours le maillot jaune. Hein. Noah Isidore au milieu, enfin au milieu plutôt dans la deuxième partie hein, de ce groupe. On doit avoir une quarantaine de coureurs. Allez, on retrouve le groupe de poursuivants. Voilà, on prend ses relais désormais dans ce groupe à 24 secondes de Baptiste Westrofer. Le maillot jaune, il est toujours là dans les dernières positions de ce qu'on peut appeler maintenant le peloton maillot jaune. Baptiste Westrofer devant. Le groupe de poursuivants et ce peloton maillot jaune. Et il résiste bien, Baptiste. Hein. Ouais. Il résiste Il a même vraiment repris bien. un peu de temps dans la descente. Allez, encore 1 kilomètre pour cette côte de Pervandou. Ça temporise un petit peu hein, dans ce groupe de contre là. On commence un petit peu à compter ses coups de pédale, faire un petit peu le point. On voit que derrière dans le peloton, c'est en train de se rapprocher. Et Baptiste, lui, reprend un petit peu d'avance.
Il peut faire une bonne opération aussi au niveau du maillot du meilleur grimpeur, hein, Baptiste Westrofer, en passant le prochaine côte en tête. Cette côte de Père-Vendoux. Il a déjà inscrit 10 points aujourd'hui. Jean-Louis Lenique, porteur du maillot, en compte 12. Bon, il va le doubler. Hein. Absolument. Il va le passer parce que là, il va passer en tête de celui-là. Et Noah Hiller qui est toujours là. Hein. Il s'accroche dans ce peloton. Le peloton qui est en train de revenir sur les poursuivants, sur le groupe d'Ewen Kostiou. Les encouragements du public. Ils ont bien choisi hein, cette côte. L'ombre. Mathilde Westrofer qui se retourne. C'est Ewen Kostiou qui est passé en deuxième position en haut de la côte de Génis, la côte précédente, devant Antoine Lotte et Alex Arambourou. Si vous faites le compte pour le classement du meilleur grimpeur. Allez, va-t-il réussir à franchir cette côte en tête? Baptiste Westrofer. 17 km 700 encore à parcourir dans cette deuxième étape du Tour du Limousin. Et derrière, Alex Arambourou, Ewen Kostiou, Antoine Lotte, Axel Mario, qui vont être repris par la tête de peloton. Les poursuivants qui formaient un beau groupe, qui sont donc repris. Est-ce que le maillot jaune est toujours dans ce peloton? On va regarder grâce à cette vue d'hélicoptère en fond de peloton. Alors qu'il y a une attaque d'un coureur de Cofidis, une nouvelle accélération. Tout de suite pris en chasse. Par Antoine Lotte, ouais. Exactement, et toujours Ewen Antoine Kostiou. Lotte. On est toujours avec Arambourou. Hein. Ah ouais, bah oui. Ce sont les trois mêmes. C'est les mêmes qui rattaquent. Et je ne vois pas de maillot jaune au fond. Du coup, avec l'attaque, on n'a pas. S'il est là-bas. Il est dans les, Il est là-bas. il est dans les derniers du peloton. Hop, le meilleur grimpeur, c'est donc Arambourou qui passe devant Ewen Kostiou. Et cette fois-ci, c'est Total qui attaque. C'est pas Alexandre Delette là. Hein. Un autre coureur de l'équipe Total Énergie. En tout cas, on est bien sorti. Hein. Là, c'était le bon moment. Attaque, ça s'est franche. regardé au sommet. Est-ce que c'est Mathis Lebert? Oui, c'est bien lui. On nous annonce C'est bien Mathis Lebert, c'est ça. 53. Ouais, il me semblait. Allez, Baptiste Westrofer, qui en tout cas est passé hein, en tête au sommet du meilleur grimpeur numéro 4 de la journée. Il en reste 2. Baptiste Westrofer qui marque 6 points supplémentaires. Il en compte désormais 16. Et pourrait donc s'emparer du maillot blanc à pois orange de meilleur grimpeur. Derrière, Mathis Lebert, tout seul, qui tente d'être rejoint. Ça rattaque et on encore. rattaque derrière. La CIC Pro Cycling Academy, équipe Décathlon, CMA CGM aussi qui s'est fait piéger. Et c'est encore Axel Mario qui a attaqué. On sent bien, on est dans un moment de course décisif. Oui. Hein. Il ne faut pas se faire piéger. On l'a dit, hein, c'est hyper difficile de réussir à rouler hein, sur ce type de course, sur ce type d'étape là. Donc le parcours ne s'y prête pas du tout à un travail collectif. Donc il ne faut pas se faire piéger. Le contre-attaquant Mathis Lebert à 20 secondes de Baptiste Westrofer. Et derrière lui, un coureur qui tentait de rentrer.
Est-il encore juste derrière Mathis Lebert? Fin d'étape à suspense sur le Tour du Limousin. Et on voit MG 3 km. C'est le 3e, il en reste 2. La côte de Saint-Mesmin. À venir pour Baptiste Westrofer et ses poursuivants. Il est situé à 13 km son de l'arrivée. 900 mètres à 7,78%. C'est encore une côte de 2e catégorie. Baptiste Westrofer a-t-il encore assez d'énergie pour attaquer cette bosse en tête? Il est poursuivi donc par le brieuchin Mathis Lebert, l'ancien de l'équipe Arkea BNB Hotel. Présent sur le Tour de France, Mathis Lebert, qui a terminé la 76e place. On l'avait vu s'échapper entre Vichy et Nevers. Il a du mal à rentrer sur Baptiste Westrofer. Il fait quand même un numéro, Ouais, Baptiste. Il le voit devant, mais c'est difficile. Il fait un gros numéro. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, on aurait pensé qu'il allait se faire reprendre beaucoup plus tôt que ça. Depuis qu'il est tout seul, il est beaucoup plus efficace. Et derrière, c'est l'équipe Decathlon CMA CGM qui maintenant emmène. Il est là, Noah Isidore. Il était placé là dans les 15 premiers. L'écart qui oscille entre une vingtaine et une trentaine de secondes. Mais c'est l'écart avec Mathis Lebert, hein, bien sûr, qui est affiché, pas avec le peloton. 14 km de l'arrivée. Il en fait encore un sacré numéro, Baptiste Westrofer. C'est un nom qui parle maintenant, un Tour de France. Et ça vous fait un nom. Ah ouais, à condition évidemment de faire ce qu'il a fait, hein, bien sûr, de s'échapper, de se montrer, de montrer son maillot. Échappé plusieurs fois, élu sur plusieurs étapes aussi plus combatifs. Oui. On l'a vu aussi actif sur le Tour de Catalogne. Il a été d'ailleurs un ton meilleur grimpeur. Il s'était échappé lors des 4 premières étapes. Baptiste Westrofer. Voilà. Ça au moins. Il a gagné une étape sur le Tour de Bretagne en 2024. Pour les briefings, c'est facile. Qui attaque Alors ceux qui veulent être dans l'échappée, vous suivez Baptiste. Voilà. Le peloton, on a l'écart, 43 secondes. Donc une vingtaine de secondes entre Baptiste Westrofer et Mathis Lebert et une vingtaine de secondes derrière le peloton. Allez, à nouveau, une route étroite, un peu technique. Avec des panneaux qui vous indiquent... Passage sur le pont et ça y est, on remonte à droite. Le virage est compliqué. On est au bas du meilleur grimpeur. Me souffle Estelle Laurent qui a reconnu le parcours également. Ce matin, notre coordinatrice éditoriale qui a repéré que c'était dur ici. La côte de Saint-Mesmin. Et ça tient pour l'instant pour Baptiste. Ça tient, ça tient. Ouais, le peloton qui perd encore un petit peu même d'ailleurs. Regardez. Baptiste Lebert aussi fait un numéro. Il a réussi à prendre une grosse vingtaine de secondes, voire même presque 25 secondes maintenant sur le groupe des favoris. On apprécie les paysages. Du Périgord sur cette étape. Et toutes bien voilà, ces routes vallonnées autour des gorges de l'Auvézère. Des gorges qui sont uniques dans le département. Et si vous vous promenez là-bas, Christophe, on n'en a pas vu ce matin, on pourrait voir des mouflons. Vous allez me dire, les mouflons ici, c'est plutôt curieux. Ils ont été introduits en 1966 et en 1996. Voilà, ils peuvent s'adapter bien à ces rochers et à ces gouffres. Présents donc dans ces gorges de l'Auvézère. Allez, ça contre derrière Mathis Lebert qui est repris.
Ça a bien contré. Ouais, Ouais. Decathlon et Cofidis encore à l'avant pour revenir sur Baptiste Westrofer. Et là, on a vraiment accéléré. Ewan Kostiuk qui est en train de faire la jonction avec les deux coureurs à l'avant. C'est Ouais, encore Antoine Lotte, il me semble. Et à 12 km de l'arrivée, Baptiste Westrofer qui va être repris sur cette accélération. Il faut Encore basculer pour quelques Baptiste. mètres, ouais. Il faut aller jusqu'au grimpeur. Après, ce sera un petit peu plus facile. Il y est là au grimpeur. Ouais, mais c'est dur. C'est dur pour tout le monde. On se regarde un peu derrière. On a toujours les mêmes équipes devant. On retrouve les mêmes coureurs même, je crois. Ouais, les je crois que cinq, c'est les il me coureurs. semble On est que c'est encore à les mêmes, Rambourou. Arambourou est là. Cofidis. Ewan Kostiuk, Antoine Lotte, Alexandre Delettre, Axel Mario. Allez, le public qui encourage Baptiste Westrofer. Quel numéro encore Et encore des points pour le sanglier de Baptiste. Fouesnant. Les voici. 6 points de plus. On va retrouver Baptiste sur le podium Oui. du Grand Prix de la Montagne. Ouais, ce 22 soir. points ce soir pour Baptiste Westrofer. Et on a un 6e coureur qui est revenu là sur ce groupe de compte. On en a deux On a aussi deux autres sont qui en train de reviennent, rentrer. ouais. Notamment Saint-Michel, préférence au Maubert. Et là, c'est plus dur. Pour Marius Inogdal, le coéquipier de Noah Isidore et d'Antoine Lotte. Joris Chaussinan devant. Et Baptiste, il est toujours devant. Eh On ne oui. l'a pas repris. Il a basculé devant. Il continue d'insister. Et il a raison parce que dans cette descente, si derrière ça rentre, on va peut-être se regarder un petit peu. Ça va permettre de lui reprendre, peut-être de reprendre 10, 15, 20 secondes. Et peut-être aller jusqu'à la prochaine difficulté. Tenir jusqu'à cette dernière difficulté du jour. La prochaine difficulté, elle est un peu moins dure. Hein. Oui, c'est vrai. Un peu moins de pourcentage. D'ailleurs, c'est qu'un 3e catégorie. À 8 km 400 de l'arrivée. Le problème, c'est pas cette ascension. Je pense que c'est toutes ces parties-là qui ne sont pas comptabilisées comme des ascensions. Mais on voit, hein, c'est jamais plat, c'est toujours dur. Allez, regardez derrière, ils sont là, ils sont pas loin. Ils l'ont en point de mire. On garde la double fenêtre. On profite de ces images de Saint-Mesmin. Le village et son église caractéristique. Une altitude maximum de 413 mètres au Puy des Âges. Point culminant du Périgord vert. Ici, Saint-Mesmin. Un massif de quartzite recouvert de bruyère. Vous avez évidemment des sentiers pour les randonneurs à Saint-Mesmin. L'église de Saint-Mesmin et les coureurs, eux, qui vont rentrer bientôt dans les 10 derniers kilomètres. Et ça se regarde. Regardez, Noah Isidore, il est là. Ouais, il est 3e là. position. Il vient montrer à tout le monde hein, qu'il est encore présent. C'est bien, il s'est accroché. Mais devant, on a un gros groupe quand même Groupe de de coureurs poursuivants, ouais, qui reviennent sur Baptiste Westrofer. Un groupe d'une dizaine de coureurs là. On a du mal à s'entendre dans ce groupe de poursuivants aussi. Ça se regarde un petit peu. Ça, c'est le Ça, 3e c'est le peloton, groupe. hein. On est à un 3e échelon de la course. Le Là. maillot jaune. Notamment Victor Papon là à droite en dernière position pour la Nice Métropole Côte d'Azur. Baptiste devant. Et Maxime Jarnet à côté de lui. Il est en train de se relever, Baptiste. Ouais, il est en train de là, ça y souffler. est. Allez, il souffle un grand coup. Il a pris les points, il a bien résisté. Il n'ira pas jusqu'à la dernière difficulté seul en tête. Est-ce qu'il va pouvoir accrocher les roues? Ça va être compliqué. En tout cas, si on roule devant et si on se joue le général. Allez, encore des contres dans le groupe maillot jaune. Alors voilà, le maillot jaune, ils sont revenus? Non. Ou ils sont dans le... Non, là on est dans le toujours. groupe, on est dans le groupe maillot jaune encore. Ça c'est le peloton, c'est le 3e groupe. Alors, il n'y a plus Baptiste Westrofer devant, plus qu'un C'est groupe. Et derrière le groupe maillot jaune qu'on voit ici. Le voilà, ce premier groupe désormais, Groupe de tête. dans lequel on retrouve Baptiste Westrofer à gauche là-bas. Là c'est le groupe de costauds avec l'équipe Total qui est bien représentée. Je crois qu'ils sont... Il est là devant, le premier coureur de la formation Total, un deuxième ici. Ah, il doit y avoir peut-être Et le Mathis 3e, Lebert hein, avec exactement. de lettres.
Et certainement Valentin Retailleau, je crois, qui fermait la marche. 3 coureurs de l'équipe Total Energy dans ce groupe de tête. Ewan Costiou, il est bien là en deuxième position. Pour la Saint-Michel Préférention Aubert 93, il y a Thomas Champion. Oui, on a 2 coureurs également. Et le deuxième, c'est peut-être bien Simon Guglielmi. Oui, le meilleur sprinter de l'équipe hier. Antoine Lotte, le seul représentant de l'équipe Décathlon CMA CGM. On a toujours Axel Mario. Dossard 81. Alexandre Delettre est bien là. Le dossard 51 que vous voyez ici. Juste devant son coéquipier, Mathéo Vercher. Allez, on profite de cette descente pour découvrir un autre village, Savignac-le-Drier, que vous voyez sur ces images. Et notamment ici, sa forge. Voilà, il y avait des industries rurales, comme des moulins ou des forges le long de la rivière au Vézère. Celle-ci a été édifiée vers 1521 avec son château qui la surplombe. Château des Maîtres des Forges, remanié après le XVIe siècle. On a toujours dans ces forges le haut fourneau d'ailleurs, qui est visible. Il y a une visite guidée qui peut vous emmener à la découverte de cette forge. Voilà, vous apprendrez l'histoire des moulins, leur utilisation d'un point de vue général et d'un point de vue local. Alors, on est où là? Est-ce qu'on est devant? En tout cas, non, oui, on est devant. C'est Ewan Costiou qui est en train de partir tout seul à 1 km de cette dernière ascension, 1 km du sommet. Ewan Costiou, ça doit être sa 3e attaque, peut-être bien. Et celle-là, elle est peut-être décisive. Là, il est parti tout seul. Derrière, on essaye de rouler du côté de l'équipe Total Energy. Ouais. C'est Mathis Lebert qui est en train de se sacrifier. Il est fort, Ewan Costiou, sur cette étape. On avait une stratégie, a dit Rémi Cavagna ce matin. Et bien là, voici sa stratégie. Très bien sorti. Ewan Costiou, c'est le tenant du titre. C'est normal, c'est fini. Bravo à Baptiste Westrofer qui, en terminant l'étape, pourra revêtir le maillot de meilleur grimpeur. Allez, Ewan, lui qui continue, on voit, pas du tout sur le même rythme. Vainqueur de la course l'année dernière. Sous le maillot d'Arkea BNB Hotel. Ça, c'est le 3e groupe. Le groupe de Noah Isidore. On le voit avec son maillot jaune. Le leader du classement général. Ouais, il a fait le trou. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse aller le chercher maintenant. Il a vraiment fait le break là par rapport aux autres. On a vu Aramburu derrière qui essaye de rouler. On est dans la dernière difficulté, Christophe. Ensuite, on ira vers l'arrivée. C'est Johan Simon qui est là pour Saint-Michel Préférention Aubert 93 aux côtés de Thomas Champion. On a toujours Mathis Lebert, Alexandre Delettre, Antoine Lotte, bien sûr, Aramburu. Il doit me manquer les coureurs de l'équipe CIC Pro Cycling Academy. Il y a Axel Mario devant. Et on n'a pas Aurélien Paré-Peintre. Non, Aurélien n'est pas là. On n'a qu'un seul. Il est là, le 13. On n'a qu'un seul concurrent de l'équipe Décathlon, CMA CGM. Et pour Total, avec une accélération justement d'Alexandre Delettre. On a bien Alexandre Delettre, Mathéo Vercher et Mathis Lebert et non pas Valentin Retailleau. Ouais, c'est bien parti. C'est très très bien parti pour Ewan Costiou. Quand ça commence à se regarder, à s'attaquer comme ça à l'arrière, on est beaucoup moins efficace. Je rappelle, il y a 3 coureurs de l'équipe Total Energy. Alexandre Delettre, Mathéo Vercher, Mathis Lebert dans ce groupe de contre. Ouais, c'est à eux de rouler là ou de partir effectivement, de tenter de rejoindre Ewan Costiou. Ils sont en nombre. On va être sur des routes où ça va être un peu plus facile de s'organiser. Mais bon, trouver une entente dans un groupe de poursuivants comme ça, c'est toujours compliqué, toujours délicat.
Après, vous perdez peut-être la course quand même, Christophe, si vous roulez pas dans ce groupe de poursuivants. Si c'est pas pour aujourd'hui, si c'est pas pour aujourd'hui, il faut au moins rouler pour le classement général. Il faut penser à demain et après-demain. Peut-être pas l'étape, mais au moins le général. C'est exactement ce qu'Axel Mario est en train de signifier. Hein. Matteo Vercher, allez, c'est à vous de rouler. Je pense que tout le monde va leur filer un petit coup de main, mais il faut au moins que les 3 coureurs de la Total Energy montrent qu'ils en ont envie, qu'ils veulent rouler. Effectivement, ça semble compliqué d'aller chercher Ewen Kosciu pour la gagne, mais il y a le classement général à se jouer. Il ne faut pas tout perdre aujourd'hui. 3e des championnats de France du contre-la-montre, Ewen Kosciu qui est en tête, le tenant du titre de cette épreuve. Il a changé de maillot, mais il a envie de conserver sa couronne ici sur le Tour du Limousin, à moins de 6 km de l'arrivée. Il n'avait pas gagné l'an dernier, il nous l'a dit hier, il n'avait pas remporté d'étape. Il avait gagné le général sans s'imposer sur la ligne d'une des 4 étapes de ce Tour du Limousin. C'est peut-être pour aujourd'hui, en tout cas il est bien parti, Ewen Kosciu et son dossard numéro 1. Ah, il est très bien parti, il est très fort. Cette équipe Groupama FDJ United qui l'a mis sur orbite. Tout à l'heure il y a de cela 20-25 km. On était à ce moment-là à 20-25 km de l'arrivée. Il avait déjà placé une première attaque. Ça avait complètement fait exploser le peloton. Et là, il a réussi à se défaire dans cette dernière ascension répertoriée. Il a réussi à se défaire des Est-ce qu'on peut juger de l'écart compagnons d'échappée là, avec qui il était. Regardez, il a de l'avance. Plan d'hélico. Ah oui, il a bien creusé. Mais c'est pas fait. Malgré tout, c'est pas fait quand même. C'est pas fait, ouais. Si on collabore en tête, évidemment. Allez, fort solitaire pour Ewen Kosciu. C'est long, c'est faux plat. C'est long pour aller chercher la grande route, là, pour aller chercher le final. 5 km de l'arrivée pour les poursuivants. On a 2 coureurs de Total Energy qui sont devant, qui mènent ce groupe. Et puis derrière, Alexandre Delettre. Ça s'organise un petit peu mieux là dans ce groupe de poursuivants. On a trouvé une certaine entente. Oui, Saint-Michel, préférence au Maubert 93 qui peut aider avec 2 coureurs également à l'avant. Il y a Johan Simon et Thomas Champion. Et attention, j'ai l'impression que ça coince un petit peu là pour Ewen Kosciu. 14 secondes annoncées. C'est surtout que derrière, ça y est, tout ça le monde roule. Voilà. Enfin, tout le monde roule. Il y a en tout cas plus de coureurs qui sont partie prenant là pour prendre des échappées. Là, Antoine Lotte qui est en train de s'énerver. Visiblement, tout le monde n'accepte pas de prendre le relais pour revenir sur Ewen Kosciu. C'est pas évident, Ils sont pas loin. C'est très dur depuis tout à l'heure. Ça a été très exigeant ce final. Là, tout le monde est un peu fatigué. On cherche le moindre petit coup de pédale pour s'économiser. Alors, on a récupéré la grande route. Qui est la moins favorable à Ewen Kosciu. On n'est pas très bien organisé quand même. Il y a toujours une cassure. Là, c'est le coureur Cofidis à Rambourou qui n'a pas voulu prendre le relais, me semble-t-il. En tout cas, prendre la roue pour aller à l'avant de ce groupe. Ewen Kosciu qui souffle. Lui, il n'a pas à réfléchir. C'est droit devant. Dans tous les cas de figure, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas en train de tout perdre aujourd'hui. Même si on n'arrive pas à aller chercher Ewen Kosciu, on sera très proche de lui encore au classement général. Et on remercie Jean-Philippe qui n'avait pas de questions à nous poser, mais qui nous remercie pour cette belle retransmission. Attention, encore une mésentente à l'avant. Et c'est les 2 coureurs Total du coup qui sont seuls, et c'est Rambourou qui est obligé de revenir sur eux. Mais bon, alors là pour l'équipe Total Energy, vous avez certainement votre leader Alexandre Delettre qui est en fond de ce groupe. C'est compliqué de partir. Ouais, après on là est entre 2 eaux là. Ouais, c'est ça. C'est surtout le coureur en 3e position qui a choisi de ne pas suivre. C'était pas volontaire. Allez, 3 km de l'arrivée pour Ewen Kosciu. Oh oui, c'est bon pour Ewen Kosciu ça. C'est très bon pour Ewen Kosciu. Mathis Lebert qui vient à l'avant reprendre à nouveau un relais. Johan Simon dans sa roue. Et Antoine Lotte qui se retournait tout à l'heure, il prend pas de relais non plus. Ouais, je pense que lui fait partie de ces coureurs qui pour l'instant ont fait le choix d'essayer de rester à l'arrière, essayer de profiter du travail des autres. Ewen Kosciu, 2 km 500. Va-t-il s'imposer ici du côté de Lannoy, dans le Périgord, pour cette 2e étape du Tour du Limousin? Lui qui s'est imposé l'an dernier sans remporter d'étape. C'est peut-être son jour pour une victoire d'étape ici.
2 km maintenant. Ewen Kostiou qui peut faire coup double évidemment, hein, puisque au classement général, il était à 10 secondes du maillot jaune de Noah Isidore. Les 10 secondes de bonification d'hier. Ça se regarde encore, on va perdre du temps dans ce groupe de poursuivants. Ah ouais, là on perd beaucoup de temps. Là. Sur ces mouvements de course, là on perd énormément de temps. Oui, par rapport à la vitesse linéaire d'Ewen Kostiou. Regardez, même si on l'a, l'écart il est important là. Et puis Ewen il semble avoir retrouvé un second souffle là. Ça va mieux dans cette partie faux plat descendant, on voit, hein, ça roule bien. La fréquence de pédalage est bonne. Ça va remonter un petit peu à l'amorce du dernier kilomètre. Ewen Voilà. Kostiou. Ça remonte maintenant jusqu'à à peu près 300-400 mètres de la ligne. Et on rappelle, Christophe, qu'il y a les bonifications sur la ligne, hein, bien sûr. Il y a 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes, ouais, exactement. pour les 3 premiers. Donc là, si vous arrivez seul en tête, comme elle est en train de le faire, Ewen Kostiou, c'est tout bonus. Les 10 secondes de bonif et les quelques secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Allez, Allez, c'est là les où il derniers faut efforts. résister. La C'est flamme là rouge où bientôt. ça va être primordial, hein, ce faux plat là, réussir à garder une bonne vitesse, ne pas s'écraser. Dernier 1 km de kilomètre. l'arrivée, flamme rouge. Les encouragements de ce supporter. Et les derniers coups de pédale. Il va commencer à apercevoir la ligne. Ewen Kostiou. Et derrière, On s'est attaqué derrière, je 200 crois. mètres au moins. J'ai l'impression d'écart. qu'il y a eu des attaques à l'arrière. Pour l'instant, il y a encore un petit matelas confortable pour Ewen Kostiou. Ah oui, Oui, c'est bon, il y a c'est de l'avance. gagné, Eh, il y a c'est un coureur gagné. tout seul. Ouais, Un Total coureur Energy, non ? Je pense que c'est Alexandre Delette, peut-être Ouais, bien, qui est sorti à l'arrière. Certainement un Rambourou qui tente de revenir. Ils sont 4 dans la roue d'Arambourou. Ewen Kostiou. Devant lui, une victoire d'étape sur le Tour du Limousin. Lui, le vainqueur du contre-la-montre de l'Étoile de Bessèges et du classement général, le tenant du titre. Il y a À 500 mètres. 500 mètres. Il va entrer dans la nouaille. Et ça va être plus facile maintenant pour Ewen Kostiou. L'équipe Groupama FDJ United qui avait mis une stratégie en place et qui va être récompensée. Regardez, il ferme son maillot et sous les applaudissements du public de la Nouaille dans le Périgord, le tenant du titre, Ewen Kostiou, qui va franchir en vainqueur la ligne d'arrivée de cette deuxième étape du Tour du Limousin Périgord, Nouvelle-Aquitaine. Victoire d'Ewen Kostiou. Et derrière lui alors, est-ce que c'est Alexandre Delettre? On j'ai surveille le l'impression. chrono, les 10 secondes de bonif en tout cas pour Ewen Kostiou. Ouais, bravo, hein, bravo Ewen Kostiou. Hein. Il a vraiment assuré là sur cette étape. Il avait fait ce qu'il fallait avec son équipe. Allez, derrière. Une vingtaine de secondes peut-être d'avance sur Matteo Vercher pour Ewen Kostiou et le petit groupe au sprint qui sera réglé par Arambourou juste devant Alexandre Delettre et Axel Mario. Johan Simon devance Antoine Lotte. Mathis Lebert prend la 8e place juste devant Thomas Champion. La victoire d'Ewen Kostiou. Félicitations. Les Bretons sont heureux. Ouais, bravo Ewen. Hein. Et ouais, sacrée performance. C'est son accélération. Hein. Il a réussi sur son accélération à faire la différence. Bah, c'est déjà lui qui avait fait exploser le peloton Oui. à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis bah, là sur le final, on a vu hein, son attaque tranchante. Ça a laissé aucune chance hein, à ses compagnons d'échapper. On n'a rien pu faire derrière. Après on a essayé de s'organiser. Tout le monde a essayé de rouler, d'essayer de perdre le moins de temps possible. Malheureusement, voilà, on arrive quand même avec un écart assez important. 22 secondes hein, pour Matteo Vercher et 32 secondes pour Arambourou. Et là, on a le groupe de Noah Isidore qui est en train de Le porteur du maillot jaune qui passer franchit la ligne maintenant. d'arrivée. On est loin. Hein. 1,47 de retard. Ouais, c'est avec les bonifications, ça. C'est si on cumule les bonifications. Ah oui, c'est avec les bonifs, exactement. Ouais, 1 minute 37 pour le groupe de Noah Isidore. Et les poursuivants d'Ewen Kostiou et Matteo Vercher, il est à 18 secondes et Arambourou est à 26 secondes sur la ligne. Alors, Voilà, donc 22 de perdu pour Matteo Vercher avec les bonifs et 32 pour Arambourou, 36 pour Alexandre Delettre.
Axel Mario, Johan Simon, Antoine Lotte. On revoit au ralenti cette victoire d'Ewen Kosciusz, c'est 10 secondes de bonification empochée. Et l'écart sur la ligne avec son premier poursuivant Matteo Vercher. 18 secondes. Matteo Vercher qui empoche lui 6 secondes de bonification, donc un écart total entre les deux de 22 secondes. Et le groupe derrière avec Aramburu qui empoche 4 secondes de bonification. Belle étape, Christophe. Ah ouais, magnifique étape. On revoit le classement là. Kosciusz devant Vercher, Aramburu. Votre favori termine troisième. Ouais. Bah ouais. ça arrive. Hein. Ah oui, non, mais vous l'avez bien vu quand même. Et les écarts ont été réactualisés. Hein. On nous annonce 17 secondes, Matteo Vercher, 25 secondes Aramburu. Donc les écarts sont déjà conséquents à l'issue de cette deuxième étape. On va entendre la réaction d'Ewen Kosciusz au micro de Fabrice Bidot. Ewen Kosciusz qui a donc réussi cette année, la différence de l'année dernière, à remporter une étape. L'an dernier, vous avez remporté la course sans remporter d'étape. Et bien cette fois, vous avez remis les pendules à l'heure. Ouais, c'est ça complètement. C'est vrai que l'année dernière, j'étais un peu frustré de ne pas gagner d'étape, même si bon voilà, c'est toujours mieux de gagner le classement général. Mais j'avais vraiment à cœur en retournant cette année ici de gagner une étape et c'est chose faite. Maintenant, on va se battre avec l'équipe pour garder le maillot jaune. Et en tout cas, je tiens vraiment à remercier l'équipe toute la journée et même hier, ils ont fait un super boulot. On a pris les choses en main aujourd'hui et on a roulé toute la journée avec Decathlon et Cofidis un petit peu et voilà, le travail est récompensé. Alors en plus, vous gagnez, vous faites 15 secondes, un peu plus de 15 secondes d'écart plus les bonifs. Ça veut dire que vous allez avoir un petit coussin confortable pour défendre ce maillot pendant 2 jours. Ouais, c'est ça, tout à fait. Chose qui n'était pas non plus l'année dernière. Quand j'avais pris le maillot jaune, j'avais pas beaucoup d'avance. Donc là, voilà, faut pas s'enflammer maintenant. Le plus dur est à venir aussi. Il va falloir garder ce maillot. Voilà. Dans l'oreillette, on vous a parlé de Baptiste Westhofer qui a été devant longtemps. Est-ce que vous étiez sûr de revenir sur lui? Bah non, franchement, quand on voit le coureur que c'est, on n'est jamais sûr de rien. On sait que vu le tour qu'il a fait, c'est un coureur extrêmement fort, même si je pense des fois à la télé, on se rend encore moins compte de la force qu'il a. Et non, quand on laisse 5 minutes à Baptiste Westhofer, je peux pas dire qu'on est serein non plus. Et la preuve, il est quand même resté très très longtemps devant. Il en fallait pas beaucoup plus, donc voilà, non, c'était un risque à prendre, mais on a bien géré, je pense, la journée. Ewen, les doubles vainqueurs du Tour du Limousin, il n'y en a pas beaucoup, il y a des grands noms. Parmi ces doubles vainqueurs, Bernard Hinault, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais inscrire 2 fois son nom au palmarès, ce serait vraiment une très très grande performance. Bah oui, c'est clair, grosse performance et voilà, c'est l'objectif de l'équipe et voilà, on va se priver de rien cette semaine et voilà, comme j'ai dit, le but c'est de ramener le maillot, c'est clair. Bravo Ewen, bravo. Et oui, Ewen Kosciusz qui peut faire partie d'un top 6 des doubles vainqueurs. Pierrick Fédrigo s'est imposé en 2004 et 2007. Charly Mottet en 1987 et 1993. On profite de cette image d'Ewen Kosciusz. Patrice Algan s'était imposé à 2 reprises en 2000 et 2002. Bernard Hinault en 1976 et 1977. Il avait fait un doublé consécutif, tout comme Francis Dutheil en 1970 et 1971. Voilà pour les doubles vainqueurs de cette épreuve du Tour du Limousin. C'est la 59e édition cette année. Et vous l'avez vu donc, Ewen Kosciusz qui pourrait remporter un deuxième Tour du Limousin consécutif. Mais attention, l'étape de demain est piégeuse dans le final et puis celle de Limoges n'est pas simple non plus, donc rien n'est fait pour le coureur de l'équipe Groupama FDJ United. On regarde les highlights, les meilleurs moments de cette deuxième étape du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine avec Emilien Jacquelin qu'on a vu en tête de peloton encore aujourd'hui, avec Kenny Molly qui a joué d'abord le classement du meilleur grimpeur. L'équipe Groupama FDJ qui était toujours bien placée, mais c'est surtout et bien sûr la formation du leader qui devait rouler, la formation Decathlon CMA CGM du maillot jaune, Noah Isidore. Les champs de pommiers de Dordogne, ce groupe 2-5 à l'avant, Baptiste Westhofer, Morné Van Niekerk, Kenny Molly, Justin Coron et Baptiste Berger qui ont eu
5 minutes 40 d'avance au maximum. Et Ewen Kosciu qui nous rappelait, quand on laisse 5 minutes à Baptiste Westrofer, on n'est jamais sûr de le revoir avant la ligne d'arrivée. Exactement, ils l'auront revu finalement. Baptiste Westrofer qui était l'homme fort de ce groupe de tête. Le peloton qui a contrôlé néanmoins cette échappée. Groupe de 5 qui s'est très bien entendu pendant un long moment. Ouais, jusqu'à la partie difficile, la boucle finale d'une bonne trentaine de kilomètres où là le parcours était beaucoup plus délicat. Dans le peloton, toujours cette garde de placement, surtout à l'amorce du dernier tour. Voilà, Baptiste Westrofer qui était déjà seul au passage sur la ligne. Oui, il a accéléré 2 fois. La première, Justin Coron et Baptiste Berger ont lâché. Kenny Molly et Morné Van Niekerk se sont accrochés. Ils sont revenus dans un premier temps dans la roue de Baptiste Westrofer. Baptiste Westrofer qui sera repris. Et la victoire finale pour Ewen Kosciu et Baptiste Westrofer qu'on a vu à l'avant et qu'on va retrouver bientôt avec un maillot blanc à pois orange et qu'on retrouve tout de suite au micro de Fabrice Bidot. Baptiste Westrofer, quel numéro encore? Aujourd'hui, il y avait peut-être juste une côte de trop pour gagner l'étape. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait une côte de trop. Puis je suis tombé. Voilà, j'ai fait un peu une échappée comme ça pour peut-être essayer de me retrouver, me relancer. J'étais pas bien après le Tour de France. Je suis tombé malade. Antibiotiques, un peu toussé toute la journée, mal dormir, collé au lit. Et ça fait une semaine, j'ai vraiment pas de sensation. Hier, c'était pas dingue. Aujourd'hui, c'était un peu mieux, mais je suis pas non plus dans une grande condition, donc un peu déçu. Parce que je pense que dans un bon jour, je pouvais vraiment faire quelque chose de bien. Mais ouais, une côte de trop, et puis c'était pas du tout des côtes à mon avantage sur la fin, bien raide. Voilà, j'ai quand même un gros gabarit, mais bon, on avait à cœur d'essayer quelque chose aujourd'hui avec l'équipe. On a essayé comme ça et... Pardon, ça l'a pas fait. En tous les cas, vous êtes combatif et là, vous l'avez vraiment démontré aujourd'hui. Ouais, là, combatif, j'en ai eu sur le Tour de France. Donc maintenant, les combatifs sur... Voilà, ça reste une très belle course ici, mais je cherchais plutôt la victoire aujourd'hui. J'étais motivé pour aller gagner. Surtout, la course est plutôt bien déroulée. Voilà, on a bien géré toute la journée, etc. Mais bon, c'est comme ça. Bravo en tous les cas, bravo. Belle combativité. Encore une belle démonstration aujourd'hui de Baptiste Westrofer. Merci Fabrice Bidot, effectivement, belle combativité de Baptiste Westrofer. Le leader, c'est Ewen Kosciu. On regarde le classement. Donc le classement de l'étape, il s'impose devant Matteo Vercher et Alex Arambourou qui sont ses poursuivants au classement. Matteo Vercher est à 22 secondes et puis Alex Arambourou est à 32. Alexandre Delettre, Axel Mario, Johan Simon et Antoine Lotte sont à 36 secondes. On s'est régalé aujourd'hui, Christophe, ça ne nous surprend pas vu le profil de cette étape. Ouais, non, on s'est régalé. On savait que le circuit final allait être difficile, exigeant. Il y avait 4 ascensions sur les 25 derniers kilomètres. Et voilà, Ewen Kosciu en a profité. On annonce l'étape de demain encore plus difficile, mais on s'est déjà servi de cette étape difficile pour déjà faire des grosses différences. Étape entre Saint-Privat et Égletons. On sera en Corrèze demain. Rien n'est joué, Christophe, par rapport à l'écart. Il y a un petit écart, certes, mais rien n'est joué. Rien n'est joué parce que le parcours est encore très difficile. Il y a toujours des bonifications à prendre en cours de route et à l'arrivée. On a vu qu'aujourd'hui, des grosses différences pouvaient être faites. Mais demain, tout peut être remis à plat tellement le parcours est dur. Et l'équipe Groupama FDJ United va être obligée de rouler demain pour protéger son maillot jaune. On aura un changement de physionomie en tête de peloton aussi. Ouais, une configuration complètement différente. Aujourd'hui, on a vu la Groupama FDJ United rester un peu plus en retrait, juste faire la course sur le final. Demain, ils vont devoir assumer le poids de la course. Donc ça peut aussi changer. Je pense qu'on va avoir une configuration complètement différente avec d'autres équipes, et notamment, je pense, les équipes françaises qui vont demain être très, très offensives. De toute façon, on n'a plus le choix. Si on veut reprendre une trentaine de secondes à Ewen Kosciu, il faut l'attaquer et peut-être de loin. Et on suivra bien sûr Baptiste Westrofer. On verra s'il a les jambes pour encore attaquer et conserver son maillot de meilleur grimpeur. De meilleur grimpeur, ouais, c'est sûr. Baptiste, on l'a vu, il a des meilleures jambes. Il va beaucoup mieux. Le connaissant, il va retenter ses bien sûr. Merci beaucoup Christophe Riblon. On se donne rendez-vous demain aux alentours de 15h pour cette 3e étape entre Saint-Privat et Égletons. À suivre en direct sur Ici Limousin, Ici Périgord, Noah et France.tv et YouTube évidemment. On se donne rendez-vous demain aux alentours de 15h. Excellente soirée.